Une production du Studio SF. On a lancé Seedly en 93. Pour toi, Seedly, ça a une fin un jour. Avec les années, j'ai fini par faire une distinction assez importante entre la créativité commerciale puis la créativité dans le monde de l'art. Puis malgré le travail extraordinaire qu'on a fait dans Seedly, il n'y a rien là-dedans qu'on peut considérer comme étant des œuvres que je pourrais plus être un entrepreneur parce que je les vois trop, les risques. C'est sûr que si tu passes 5-6 compagnies dans ta vie, il y en a une qui va faire faillite. Puis ça laisse des cicatrices, ça. Puis assez curieusement, en me lançant dans le monde de l'art, c'est encore plus risqué. Je me fais ghoster non-stop. Je disais, ouais, ben Seedly, tu sais, ils sont meilleurs en design puis en publicité. Là, c'était sûr qu'on faisait tout pour faire la démonstration qu'on les battrait en numérique. Si on choisissait les bons clients, il n'y avait pas de limite à jusqu'où on pouvait aller sur le plan créatif. Puis ça nous a beaucoup ouvert l'importance d'aller à l'international. Parce qu'on s'est rendu compte que les clients avec ce genre de créativité-là au Québec, il n'y en avait pas 100. Là. Je me suis utilisé l'expression que là, on était rendu dans un rabbit hole. Ça, c'était synonyme de on va perdre de l'argent, on n'arrivera pas au résultat voulu, négatif, on veut sortir du rabbit hole. Puis j'ai réalisé dans les dernières années que dans le monde de l'art, c'est complètement l'inverse. J'ai vraiment une chance extraordinaire que je peux partager avec vous à chaque semaine de pouvoir écrire à des gens qui m'inspirent, des gens que j'entends parler de ce qu'ils sont comme humains et de pouvoir vous les présenter pour qu'on puisse découvrir ensemble leur parcours. Et aujourd'hui, je reçois Jean-François Bouchard. Bonjour Jean-François. Salut. Je pense pas que tu es chanceux, je pense que tu es déterminée et insistante. C'est impossible de te dire non. J'essaie souvent de passer par plusieurs portes, effectivement. En effet. Pour ceux qui par les fenêtres aussi, même oui, des fois. Oui, c'est ça. Les portes, les fenêtres, la cheminée, venir à ton party de Noël. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Jean-François, qui es-tu? Moi, je me définirais d'abord et avant tout comme une bébite créative. Donc, quelqu'un qui, très jeune, a été attiré par les métiers créatifs. Quand j'ai débuté ma carrière, j'étais même pas capable de distinguer entre les différents métiers qui existaient dans le monde de la créativité, mais je savais que c'était ça que je fais. Très tôt, j'essayais toutes sortes de choses, que ce soit de faire du dessin architectural ou de la photographie ou du design graphique. En tout cas, tout ce qui était à caractère créatif, c'est vraiment ce qui m'attirait. Fait que ça a été un peu ça qui m'a comme défini. Mais ceci dit, je peux être extrêmement cartésien aussi, puis bien structuré. Fait que j'étais un peu un animal étrange entre un artiste et puis quasiment un financier, là. Une espèce d'hybride entre les deux qui est un peu difficile à définir. Donc, je pense que c'est un peu ça qui a caractérisé ma carrière, puis qui va continuer à l'influencer d'ailleurs. C'est vraiment ça qui m'excite le plus, c'est l'aspect créativité dans tous les domaines. Et ça, est-ce que tu as toujours eu ces deux côtés-là qui étaient très égaux, par exemple, ou il y en a un que tu as dû travailler plus fort pour développer? Non, ça a toujours été naturel. Oui, ça venait naturellement, complètement. Là. C'est comme marcher sur la jambe droite et la jambe gauche. Pour moi, c'est comme un peu la même chose. Je me souviens, j'étudiais en droit. Puis en même temps, je faisais des projets artistiques, de la photo, du design graphique. Je faisais toutes sortes d'affaires. J'écrivais des articles dans le journal étudiant. Puis je trouvais ça bien normal. Là. J'ai jamais vraiment... il n'y a jamais eu de bataille entre les deux côtés de mon cerveau, si on peut dire. Là. Et pour les auditeurs, moi, j'adore poser la question « Qui es-tu? » parce qu'on voit justement quel côté veut plus s'exprimer que l'autre. Factuellement, mettons, les gros milestones de ta carrière, ça ressemble à quoi? En fait, si je reviens un peu au point de départ, quand j'étudiais le droit, j'adore étudier le droit. Ça, c'est une autre affaire que les gens ont de la misère à comprendre souvent quand ils voient le métier que j'ai fait après, mais j'adorais ça. Mais je me suis rendu compte assez rapidement que j'aimais la théorie du droit, mais que la pratique privée, ça m'intéressait moins. Et conséquemment, pendant que j'étudiais, je me suis mis à papillonner dans toutes sortes de trucs, souvent associés au journal étudiant qui était présent.
Et je faisais de la photo pour le journal étudiant, j'écrivais des articles à l'occasion. Et puis à un certain moment, j'ai réalisé qu'ils venaient juste d'acheter des équipements de production qui étaient des Mac flambant neufs. Puis à l'époque, ça valait une fortune, là. C'était même rarissime, pour faire de la production graphique. Puis là, je me suis mis à jouer avec ça. Puis j'ai réalisé que je trouvais ça super fascinant. Et j'ai proposé aux gens étudiants de lancer une boîte de communication étudiante en partenariat avec cette espèce d'association-là qui gérait le journal. Fait que moi, j'utilisais les équipements. Eux, ils produisaient leur journal... je dirais la nuit avant la tombée, grosso modo, là, comme des bons étudiants. Le reste de la semaine, c'était vide. Alors, moi, je m'en servais le reste de la semaine. Puis, je me suis engagé des gens, puis on s'est mis à faire des projets sur le campus, puis éventuellement même des projets dans le reste d'Ottawa pour différentes entreprises. Alors, pendant ce temps-là, je faisais mon droit. Fait que je faisais les deux en même temps, puis j'adorais ça. Ça a toujours été comme ça. Je me souviens avec mon associé Philippe Meunier, on était en secondaire 4, je crois, ou secondaire 5, je me souviens plus. Et, OK, donc vous vous connaissez depuis très longtemps. En fait, Philippe et moi, on s'est connus au secondaire. Puis notre première collaboration, c'était de lancer un journal étudiant. On avait eu la visite de Jane Fonda, la grande comédienne, oui, que j'ai interviewée d'ailleurs comme quasiment 40 ans plus tard à C2 Montréal. Mais bref, elle tournait un film dans notre collège. Puis on s'est dit, on va faire une entrevue avec elle. Puis on a réalisé qu'il n'y avait pas de journal étudiant. Alors Philippe et moi, on avait donc lancé le journal étudiant au Collège Notre-Dame et avec en couverture une entrevue avec Jane Fonda. Ah, quand même. que j'avais conduit dans mon anglais très approximatif de l'époque. Alors ça a été ma première collaboration avec Philippe. Puis là, plus tard, bien évidemment, on a lancé la boîte avec nos associés Bertrand, Martin, François, puis toute une ribambelle d'autres collègues, là. Mais bref, nous, notre première collaboration, c'était comme étudiants quand on avait 16 ans. Donc, on devait être en secondaire 5, j'assume, là. Wow! Ouais. Belle histoire d'amitié quand même. Et pour juste parce qu'on ne l'a pas dit, mais la boîte que vous avez fini par lancer ensemble, c'est Sidley. Oui, c'est exact. On a lancé Sidley en 93. Là, tu venais de finir ton droit, ça faisait quelques années. Non, pas ça, j'étais allé, j'avais fait T'es allé pratiquer. Non, j'ai pas pratiqué, mais j'ai fait mon barreau. Et c'est comme ça que moi, Philippe, on s'est reconnecté. C'est que pendant que je faisais mon barreau, je pouvais pas vraiment être à l'agence que j'avais déménagé à Montréal, qui s'appelait pas encore Sidley à ce moment-là. Puis là, Philippe faisait les matinées où j'étais au barreau. Puis après ça, j'ai fait une année de MBA que j'ai haï, mais j'étais quand même à temps plein au MBA. Fait que là, Philippe, encore une fois, était présent. Alors, à un moment donné, ça s'est mis à rouler. Puis là, moi puis Phil, on s'est dit, ben là, on va partir une vraie boîte. Parce qu'on était plus comme des pigistes qui travaillaient ensemble, là. Et donc, en 93, on a lancé la boîte Sidley de façon plus officielle, structurée, avec un vrai local. Et puis, ça a été les débuts de l'aventure, là. Puis, donc, quand tu lances la première boîte en même temps que tu fais ton droit, toi, l'opportunité de marché que tu vois à ce moment-là, c'est que il y a de l'équipement qui dort, puis il y a des services qui peuvent être offerts, qui ne sont pas offerts. Fait que toi, tu vois ça ou comme Je suis pas sûr qu'on peut parler d'opportunité de marché dans ce cas spécifique-là. Là. Je pense pas que j'ai analysé ça de cette façon-là. Je pense que j'ai plus vu de l'équipement vraiment sexy qui était peu utilisé. J'adorais faire du design graphique. Là, j'ai mis les deux ensemble. Puis, on va essayer de vendre ça. Puis ça a fonctionné. Là. Je gagnais très bien ma vie comme étudiant. T'as-tu encore ces premières œuvres-là que t'as... Ben là, je qualifierais pas ça d'œuvre pour deux raisons. C'était vraiment moche. Puis deux... Ben à l'époque, j'imagine que c'était quand même cool. C'était-tu comme sur les gros Mac qui prenaient comme... Oui, exactement. Là, fait que là, tous les Gen Z qui nous écoutent ont absolument aucune idée de quoi on parle. Non, c'est ça. Et... non, je pense pas que le travail était si bon que ça, honnêtement, parce que j'avais tellement de trucs à apprendre. Puis l'autre affaire, c'est qu'avec les années, j'ai fini par faire une distinction assez importante entre la créativité commerciale
puis la créativité dans le monde de l'art. Alors, ce que je qualifierais d'œuvre, c'est dans le monde de l'art. Puis malgré le travail extraordinaire qu'on a fait dans Sidley, il n'y a rien là-dedans qu'on peut considérer comme étant des œuvres parce que c'était pas... ça avait une fonctionnalité qui consistait à s'inscrire dans une démarche marketing quand même. Là. Alors, je pense pas qu'on peut qualifier ça d'œuvre. Et tu penses que les deux ne peuvent jamais se... Il y a un petit peu d'overlap entre les deux pour certains artistes, mais c'est rarissime. La plupart du temps, c'est des mondes qui sont quand même assez différents les uns des autres, autant au niveau du processus créatif que de la relation avec l'auditoire. C'est vraiment, vraiment différent. Et ça m'a pris quelques années à vraiment comprendre ça pleinement. Là, je pensais que je le comprenais. Puis là, aujourd'hui, je le comprends vraiment. Peut-être dans 300, je vais dire que je ne le comprenais pas encore parfaitement, mais là, je pense que je suis vraiment rendu plus loin là-dedans. Mais ça, bref, si on revient à l'histoire Sidley, quand on a parti en 93, on savait déjà assez rapidement que on voulait être très multidisciplinaire parce qu'on rencontrait des gens, puis ils essaient toujours de qualifier ce qu'on faisait. Vous autres faites du design graphique. Mais oui, mais on avait commencé à faire du marketing numérique aussi. Fait que c'est comme, oui, mais on fait aussi du marketing numérique. Et à un certain moment, on s'est mis à faire de la publicité aussi. Puis à un certain moment, on s'est mis à travailler dans le monde du design intérieur, par exemple. Et rapidement, on s'est rendu compte, moi puis Philippe, qu'on n'était pas à l'aise avec les règles de aucune des industries dans lesquelles on essayait de nous cloisonner. Comme par exemple? Par exemple, certaines personnes nous appelaient des publicitaires alors qu'on n'a pas vraiment encore fait tant de publicité que ça, puis on ne voulait pas limiter notre carrière à ça. Fait qu'assez rapidement, on s'est mis à ajouter des gens, puis évidemment, le troisième associé principal de Sidley, Bertrand Cesvet, lui est arrivé, puis c'est un gars qui arrivait avec un background de stratégie, et comme nous, en fait, probablement encore mieux que nous, parce qu'il venait de l'extérieur de l'industrie, il se foutait royalement des catégorisations entre les différentes disciplines. Et nous, on avait l'impression... Puis d'ailleurs, on utilisait pendant des années l'expression créativité commerciale parce qu'on disait, OK, ça couvre tout. Fait que si un jour on a le goût de faire un building, on fait un building. Si un jour on a le goût de faire un film pour un client, on fait un film. Et puis, on peut faire ce qu'on veut. Ça peut être une app, ça peut être un... Et on s'est beaucoup attaché à cette terminologie-là pour se donner le droit de faire tout ce qu'on voulait. Et ça nous a pris du temps avant que ça marche et que ce soit compris. Ça a dû prendre, je dirais, après l'arrivée de Bertrand, là, notre équipe commençait à être plus complète, puis ça nous a pris un autre 5 ans facile. Puis là, ça faisait déjà 4 ans qu'on faisait. Fait que ça a été quasiment une aventure de 10 ans avant que ça décolle vraiment. Ah oui? Puis que là, les gens comprennent que, OK, ça, c'est vraiment singulier, tu sais. Puis les gens ont commencé à comprendre quand ils ont vu, c'est ça, un site web de e-commerce pour un client avec, oups, là, ils viennent de faire un événement international pour, je sais pas, moi, Adidas. Puis là, il y a un building qui est en train de sortir de terre, qui est fait par une équipe d'architecture. Puis tout ça est fait par Sidley. Là, ils ont compris qu'on était pas catégorisable, tu sais. Puis ça, c'était tellement important pour nous, là. Fait que ça... Et tu vois, si on revient à la base de ce que je faisais au début quand j'étais étudiant, ben c'était du touche à tout. Puis dans le fond, j'ai fait ça pendant toute ma carrière de Sidley, puis mes associés, c'était tous des gens qui avaient un côté touche à tout. Il y avait des spécialistes aussi quand même, là, parce qu'il fallait, dans certains domaines, avoir une profondeur que comme généraliste, on n'avait pas nécessairement parmi les fondateurs. Là. Mais il reste que le thinking, c'était essayez pas de nous mettre dans une boîte. La minute que les gens essaient de nous mettre dans une boîte, ça nous rendait fous. Là. Puis ça nous rendrait très compétitifs aussi parce que si une boîte, par exemple, je sais pas, moi, spécialisée en... Je vais prendre l'exemple du marketing numérique. Dire, ouais, ben, Sidley, tu sais, ils sont meilleurs en design puis en publicité. Là, c'était sûr qu'on faisait tout pour faire la démonstration qu'on les battrait en numérique, tu sais. Fait que ça, c'était notre côté... t'as un petit côté très compétitif. Oui et non, dans le sens que...
on a... C'est un peu cliché de dire ça, là, mais on était vraiment plus en compétition avec nous-mêmes. Mais la seule chose qui nous piquait, c'était ça. Si quelqu'un disait « Oh, nos autres sont pas capables de nous battre là-dedans », là, c'était sûr qu'on était pour essayer. Mais je dirais que de façon générale, nos modèles étaient très internationaux. Puis c'était des fois des gens que nous, on voulait compétir avec eux, puis eux ne savaient même pas qu'on existait. Là, fait que c'était nos références compétitives. Alors, on n'était pas... on s'entendait derrière. On avait des assez bonnes relations d'ailleurs avec bien de nos compétiteurs ici là, à Montréal. On se voyait socialement, puis c'était agréable. Là. Fait qu'on c'était pas ce genre d'énergie compétitive-là, négative. C'était plus constructif dans le sens de nous mettre au défi de réaliser des choses. Je trouve ça intéressant parce que justement, dans un des épisodes que j'ai tourné avec Jerry Blackburn, il m'explique que lui, il a besoin de se trouver des ennemis. Puis c'est un peu la méthodologie Michael Jordan, où la personne ne sait même pas qu'il est en compétition avec, mais lui, il se bâtit toute une trame narrative, dans le sens qu'il il commence même à vivre l'émotion négative, puis de se dire « il m'a regardé croche, je vais le démolir ». Mais l'autre personne ne sait même pas qu'il y a ce combat-là. Puis je parlais avec des collègues ce matin, puis, en tout cas, il se passait une situation, puis je leur disais, ça, c'est cool parce que ça vous donne un ennemi très clair. Si on veut utiliser comme, ah oui, parfait, watch us. Mais parce que non, ça donne moi, je une peux énergie. pas dire. Non, pour moi, il y a de l'énergie négative là-dedans. Puis l'énergie négative, moi, ça marche pas du tout pour moi, là, sous aucune forme. J'ai tout le temps besoin de quelque chose de positif. Fait que, ce qu'on faisait, nous autres, pour avoir le même genre de coup de pied dans le derrière, en général, c'est plus qu'on mettait la barre super haute. On se disait, on aimerait ça. Tu sais, je me souviens, là, quand on est parti de Sidley en 93, je pense que c'était au mois d'avril ou mars. Pour le mois de septembre, j'étais à New York pour essayer de comprendre le marché puis voir si on peut avoir des clients là. Tu sais. Évidemment, ça a pris plusieurs années avant que ça amène à quelque chose, mais notre état d'esprit, puis là, je suis arrivé là, évidemment, c'était tellement impressionnant. J'avais visité une boîte légendaire qui s'appelle TBWA, puis j'avais été reçu parce que j'avais fait comme toi, là. J'étais rentré par la fenêtre et j'avais rencontré donc un monsieur qui était célèbre, qui s'appelait William Tragos, le T de TBWA. Okay. Puis là, il m'avait fait visiter l'agence. Je pense que c'était comme... Il devait y avoir 2000 personnes sur 10 étages sur Madison Avenue, genre. Puis là, nous, à Montréal, on devait être, j'imagine à ce moment-là, on devait être 6-7. Alors là, j'ai réalisé là, comment la barre était haute. Puis ça nous motivait. Puis d'ailleurs, pour la petite histoire, environ 15 ans plus tard, on a battu TBWA sur un pitch d'Adidas. C'est comme ça qu'on a eu le compte d'Adidas. Oui. Mais là, M. Tragos s'était retiré à ce moment-là. Je me sentais pas trop coupable, mais on avait réussi à leur voler une partie du c'était quoi les grandes campagnes célèbres qu'ils avaient fait? Ben, eux sont connus pour Adidas, tout ce qu'ils ont fait pour Adidas, mais aussi Absolut Vodka. Tu sais, la fameuse campagne avec la bouteille que les Gen Z ne connaîtront pas non plus. Ça, c'est eux qui avaient fait ça. Puis une couple d'autres campagnes absolument mythiques. Là, c'était une très grosse agence. Là, et je pense qu'aujourd'hui, ils doivent être comme 10-20 000 dans le monde. Là, c'est gros. Là. Mais bref, de mettre la barre aussi haute, moi, je suis allé à Paris, ben là, j'allais visiter Publicis. Je me trouvais une façon d'avoir un rendez-vous là. Puis là, je rentrais là, puis je suis comme, oh my God. Puis ça nous a pris, c'est ça, un autre 15 ans avant d'ouvrir un bureau à Paris. Je pense pas qu'on a vraiment dérangé Publicis à aucun moment, mais bon. Il reste que ça nous fouettait, tu sais, de pousser plus loin puis d'essayer de faire des choses différemment. Quand tu allais dans ces agences-là, par exemple, quel genre de conversation tu essayais d'avoir avec ces leaders-là qui, pour toi, étaient des inspirations, là? Qu'est-ce que tu essayais de comprendre, la dynamique de marché, comment eux y avaient fait? Oui, mais moi, j'avais jamais mis les pieds dans une agence. Et Philippe Bertrand non plus, incidemment. Martin non plus. Ensuite, on a eu d'autres associés comme François Lacourcière, Hélène Godin. Il y en a eu plusieurs autres qui, eux, avaient une expérience dans le monde des agences, mais sont arrivés, je dirais, 7-8 ans après qu'on ait commencé la boîte. Donc, au début, on connaissait rien.
Puis, il y a des affaires de base on avait une vision au niveau marketing, mais comment opérer une boîte, c'était quoi les règles dans l'industrie pour la facturation, on n'avait aucune idée. Et conséquemment, moi, quand je rencontrais des gens, je voulais comprendre l'espèce de big picture. Pour moi, c'était comme... j'avais l'impression de faire un bac en accéléré quand je rencontrais ces gens-là. D'ailleurs, il y a même des gens à Montréal qui ont eu la gentillesse d'avoir des rencontres comme ça avec nous. Je pense qu'ils nous trouvaient ambitieux puis sympathiques. Fait qu'ils étaient comme... Comme je disais, la compétition était quand même souvent très courtoise. Là. Mais ça, c'était au début. On était peut-être plus cute au début. Puis je sais pas, vers la fin, une fois que certains de mes mentors avaient perdu la moitié de leurs clients, peut-être trouvaient ça moins le fun. Ils étaient proches de la retraite, c'est pas grave. Mais c'est resté courtois. Je pense à François Dufort, un des fondateurs de Cossette. Oui. Il a eu la gentillesse de me recevoir plusieurs fois, puis on a eu plein de belles discussions. Puis on n'aura pas volé bien de clients. Ils ont dû nous en voler autant qu'on en a volé au final. Mais il en rirait, tu sais, parce que c'était un chic type. Puis lui aussi devait apprendre des choses de moi aussi. Parce que moi, j'arrivais dans l'industrie avec une paire de lunettes qui était complètement haute parce qu'on regardait pas ça avec les 20 ou 30 années d'expérience que lui devait avoir à ce moment-là. Fait que probablement qu'il en tirait quelque chose aussi. Ah, mais c'est sûr. Mais ça, il me l'a jamais dit. Je le croise encore aujourd'hui. Fait qu'il y a un chalet près du mien qu'on se croise au café assez régulièrement. Mais bref, c'était cette ambition-là qui pour nous était vraiment constructif. C'était pas juste une ambition carriériste, tu sais, genre on va être big puis avoir des bureaux ailleurs dans le monde. C'était aussi une quête d'apprendre des affaires intéressantes, de vivre des expériences. Tu sais, quand on arrivait dans une ville puis qu'on décidait d'ouvrir un bureau, toute l'aventure humaine qui venait avec ça, de découvrir une culture, essayer d'apprendre une langue. Je dis essayer parce que moi, en dehors de l'anglais puis du français, j'ai un mal fou, là. Mais certains de mes collègues, eux, ont fini par apprendre d'autres langues, de comprendre les pratiques d'affaires dans un autre pays. Vous avez été dans combien de pays? Tu sais. Pardon? Vous avez été dans combien de pays? Sidley, aux États-Unis, quelques bureaux, évidemment, qui ont bougé là, à travers les années, là, puis les clients aussi. La France, l'Angleterre, les Pays-Bas, dans le reste du Canada, évidemment, là, à Toronto. Puis, c'est pas mal ça. Mais on a fait des projets en Asie, on a fait des projets dans d'autres parties de l'Europe, au Moyen-Orient. Je pense que le seul continent où on n'a pas fait de projet, c'est l'Afrique. C'est tout. Dans les premières années de Sidley, te souviens-tu, mettons, ton plus grand trip créatif? C'est une bonne question. Je pense que l'énergie créative puis l'excitation amenait beaucoup justement de ce mélange de disciplines puis de fait d'aller dans un domaine alors qu'on n'est pas attendu là. Tu sais. Mais je dirais que les choses à un moment donné sur le plan créatif ont commencé à geler quand on a remporté le conte du Cirque du Soleil. C'était un moment assez pivot. Ça, c'est quand, ça, dans l'histoire? Je pense que c'était 7 ans après qu'on ait commencé la boîte. Puis là, c'est le moment là, où ça, c'était en 2000. Puis là, la boîte a vraiment commencé à décoller. Pas juste à cause du Cirque du Soleil, mais là, on dirait que notre recette commençait à fonctionner. Puis ce qu'on apprenait dans une discipline, quand on l'amenait dans l'autre, ça nous rendait meilleurs. Puis ça faisait en sorte que les clients avaient l'impression d'avoir des têtes créatives originales devant eux. Puis là, ça fait quand même 7 ans là, qu'on essayait des affaires, fait qu'on avait fait nos erreurs. Fait que là, ça commençait à avoir du sens. Puis je me souviens, on avait présenté... Moi, je n'étais pas un des présentateurs, mais Philippe et Bertrand ont décidé... C'était le site web le premier vrai gros site du Cirque du Soleil qu'il fallait faire. Et Bertrand et Philippe avaient fait le choix de pitcher ça en faisant un poème illustré.
Ce qui était assez risqué comme proposition. Mais finalement, C'est quoi un poème illustré pour l'inculte que je suis? C'est la seule fois qu'on a fait ça. Donc, on avait comme... C'était vraiment poétique. C'était quoi? Puis c'était écrit à la main. Puis il y avait des sketchs faits avec... que Philippe avait dirigé avec un de nos autres associés, Christian Manchester. Puis ils avaient fait une espèce de livre poétique illustré qui expliquait la vision qu'on avait du Cirque du Soleil, puis comment cette vision-là pouvait se transposer dans l'univers numérique, puis que ça reste... de ne pas perdre le caractère magique, poétique du Cirque du Soleil. Parce qu'il avait réussi à arracher une larme à Guy Laliberté à l'époque, à Joanne Filion, qui était notre cliente, Mario D'Amico aussi. Et puis... et les autres boîtes, je pense qu'on était la seule boîte canadienne qui pitchait, ou en tout cas, on était peut-être, il y en a peut-être deux. Les autres, c'est les grosses boîtes de numérique américaines. Puis il est arrivé avec une approche très technologique des choses, alors que nous, on avait fait l'argument que la technologie serait au support de cette poésie, si on peut dire. Alors, ça a commencé une relation avec le Cirque du Soleil, puis qui continue à ce jour. Là. Wow. Fait que ça fait vraiment longtemps. Puis, je dirais que ça a été important pour deux raisons. Un, c'est que là, on s'est rendu compte que si on choisissait les bons clients, il n'y avait pas de limite à jusqu'où on pouvait aller sur le plan créatif. Puis ça nous a beaucoup ouvert l'importance d'aller à l'international. Ça a ouvert nos yeux. Parce qu'on s'est rendu compte que des clients avec ce genre de créativité-là au Québec, il n'y en avait pas 100. Là. Puis que si on voulait pouvoir s'éclater de cette façon-là avec des clients puis avec des moyens, il fallait qu'on regarde plus largement. Puis là, on s'est mis à voyager un peu partout dans le monde pour... Là, on n'avait pas de bureau encore à ce moment-là ailleurs, mais on rencontrait des clients, puis on leur pitchait des trucs parfois un peu rocambolesques, qu'on se cassait la gueule assez régulièrement. Mais à un moment donné, ça s'est mis à fonctionner, puis les projets ont commencé à rentrer. Fait que cette rencontre-là avec le Cirque du Soleil, elle nous a donc confirmé qu'on avait quelque chose de singulier, parce qu'on avait fait une compétition internationale pour gagner, puis ça, c'est la première fois que ça nous arrivait. Puis je dirais aussi que le Cirque du Soleil a comme enlevé notre cran d'arrêt, parce que là, on s'est mis à fréquenter ces gens-là qui, où qu'ils arrivent dans le monde, ils considéraient qu'ils étaient à leur place et puis que cet endroit-là avait besoin d'eux sur le plan créatif, qu'il y avait quelque chose à contribuer. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de cran d'arrêt. C'était comme zéro cran d'arrêt. Nous, on est des citoyens du monde. Puis... dans ce qu'on fait, on est les meilleurs sur la Terre. Là, je parle pas de nous, là, je parle d'espèces de... Puis le Cirque du Soleil, ils disaient jamais ça. Non, mais c'était leur posture. Mais nous, notre interprétation, c'était... Eux autres, ils ont zéro limite, il n'y a pas de cran d'arrêt, puis ils sont chez eux partout. Puis là, ça nous a fait réfléchir, puis ça nous a influencé. Puis une couple de fois, on s'est retrouvés en voyage avec eux parce que là, ils nous demandent de lancer un show, mettons, au Japon, puis ci, puis là. Puis là, maintenant, tu réalises que, OK, là... je suis en train d'apprendre comment me comporter comme entrepreneur quand je vais à l'étranger. Tu sais. Fait que ça a été très, 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 très formateur. Qu'est-ce que tu as appris justement de comment se comporter comme entrepreneur à l'étranger, à part cette posture-là qui vient tout changer, là, on s'entend, là? C'était vraiment la posture. Oui. C'était vraiment la posture parce qu'on était quand même dans des industries radicalement différentes. Puis évidemment, le cirque avait déjà 20 ans à ce moment-là, donc ils arrivaient avec leur réputation. Nous, on n'arrivait pas encore avec une réputation, alors il fallait qu'on arrive avec des idées. Là. Et c'est ce qu'on faisait. Fait que quand on rencontrait des clients, en général, on ne peut pas vraiment aller rencontrer un client, puis aussi extraordinaire que pouvait être un projet qu'on avait fait, je sais n'importe quoi, pour une banque canadienne. Quand tu es au Japon, ils savent pas c'est quoi Desjardins. Là, tu sais. Puis au Québec, tu le veux, Desjardins. Tu le veux, ce client-là. On l'a jamais eu, d'ailleurs. C'est pas à force de pas essayer, mais quand tu arrives à l'étranger, malheureusement, à part dans certains milieux, là, comme tu sais, dans les milieux coopératifs, ils sont connus sur la terre, puis dans le milieu financier, mais si tu arrives je sais pas moi, devant une compagnie automobile japonaise, ils savent pas c'est qui. Alors, assez rapidement, on s'est rendu compte que quand tu as rendez-vous avec une compagnie japonaise d'automobile, tu es tout aussi bien de réfléchir à
à trouver une problématique que tu sais qu'ils ont, puis d'essayer de leur amener la solution pour avoir une conversation, parce que c'est comme ça. Puis éventuellement, ça a changé, parce que là, on s'est mis à faire des projets internationaux qui ont eu du succès. Là, les gens l'avaient déjà vu. Là, subitement, les choses sont devenues un peu différentes. Mais en fait, ça n'a pas été subi, là. Ça a pris quelques années, là, je dirais un autre 5 ans après. Là. Mais il n'y a aucun doute que on avait des ambitions internationales dès le jour 1. Ça, c'est clair. On était 2 dans le bureau, puis j'étais déjà en train de planifier mon premier voyage à New York. Fait que c'était sûr. Mais on dirait qu'il y avait comme une retenue qu'on a abandonnée en 2000 quand on a rencontré Cirque du Soleil. Ce grand côté ambitieux-là, il vient de où chez toi? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Je viens d'un milieu de classe moyenne aisée, là, puis ma mère était notaire, elle avait un petit côté entrepreneur, elle avait son cabinet. Puis mon père, lui, était vice-président d'une compagnie d'assurance, mais à un certain moment, il a parti sa propre boîte. Mais en même temps, j'étais assez loin de ça parce que les deux étaient dans des domaines qui ne m'intéressaient pas particulièrement. Puis c'était pas des grosses compagnies, là, tu sais. Donc, je sais pas d'où ça me vient. Puis ça a toujours été en moi parce que même quand j'ai... je reprends mon exemple de journal étudiant au Collège Notre-Dame. À 16 ans, ça m'apparaissait on ne peut plus naturel si Jane Fonda venait dans notre école que je la rencontre. T'sais. Fait que peut-être j'étais vraiment un petit peu trop cocky. Puis mais je faisais ça modestement, ceci dit. Là, j'étais curieux, j'étais intéressé. Fait que c'était naturel. J'ai jamais eu d'effort à faire comme pour fouetter mon ambition. Puis j'ai jamais eu besoin non plus de la contrôler parce que mon ambition ultime, c'est toujours d'avoir des nouvelles aventures, apprendre des affaires, rencontrer du monde tripant. Tu sais, c'est jamais le pouvoir, l'argent, la visibilité. C'est pas ça. Puis oui, il y a des aspects de ça que j'ai ultimement apprécié, mais ça m'a jamais drivé. Moi, ça a été de faire des projets tripants avec du monde tripant, où je veux, comme je veux, quand je veux. Ça, c'était ça, ma vraie ambition. Là. Et puis toute la machine, puis évidemment, mes collègues étaient semblables à moi, tu sais. Ils étaient sur le même genre de diapason. Donc, on s'est retrouvés, un moment donné, on était toute une bande qui était dans le même mindset pour faire ça. Ça crée une énergie assez importante, là, tu sais. Je veux pas me vanter, mais moi, j'ai reçu Camaro à la Belle Province, à mon école secondaire pour le journalisme. Ah, quand même. C'est pas mal. Fait que t'as la version Collège Notre-Dame, puis t'as la version Gérard Fillon à Longueuil. C'est ça. Une des choses que j'ai vraiment aimé que tu as dit, c'est que Cirque du Soleil, une des choses que vous avez appris, c'est nous, on a le goût de faire des projets ultra créatifs, puis justement, ces clients-là, c'est pas tous les clients qui peuvent et qui veulent se permettre ça. Donc, il faut qu'on élargisse notre pool. C'est quand même un angle unique dans le sens que c'est comme le KPI de la créativité qui surpasse le reste. Ben, tu sais, rappelons-nous qu'on avait vraiment des ambitions internationales encore. Et la vérité, c'est que des entreprises canadiennes qui ont des activités internationales, il y en a plusieurs dizaines, tu sais, des grosses, là. Mm-hmm. Mais il n'y en a pas des centaines puis des milliers, là. Puis toutes les agences veulent travailler avec ces gens-là, évidemment. Donc, maintenant, on a juste réalisé que si on voulait être international, comme on venait pas d'un pays comme les États-Unis ou l'Angleterre ou la France ou le Japon, c'est pas mal les seuls, d'ailleurs, qui ont des centaines de compagnies internationales. Et en général, donc, dans ces pays-là, les boîtes de services, souvent, vont suivre leurs clients à l'international. Puis c'est comme ça qu'ils se développent. Si Publicis, c'est partout dans le monde aujourd'hui, ben, c'est parce qu'ils ont suivi... des Rolex de ce monde. Des tonnes de clients français qui s'expandaient partout dans le monde. Là. Des L'Oréal, des Renault, etc. Et... nous, au Canada, on n'a pas cette chance-là. Fait qu'on s'est dit, ben si on veut travailler
avec un client au Japon, ben, il va falloir qu'on ait cogné à leur porte là, parce que il n'y a pas d'autre. Il y a vraiment une limite à la quantité de clients canadiens qu'on peut accompagner à l'étranger. Puis il y a quand même pas mal de multinationales canadiennes, mais parfois ils sont dans des domaines qui sont moins propices là, au marketing, là, dans l'énergie. Alors, c'est sûr que pour nous, c'était essentiel de se tourner vers l'international. Tu sais. Toi, quand tu as besoin d'avoir une idée, quand tu as besoin de développer créativement, puis je le prends de cet angle-là parce que on va parler après de ta nouvelle aventure dans l'univers de la photographie, mais j'imagine que dans la photographie, c'est peut-être plus un élan créatif qui doit se passer, tandis qu'en agence, c'est peut-être plus, bon, ben là, on a un brief à faire, on reçoit un brief, là, on doit développer une idée. Toi, c'est quoi ta recette magique pour ça? C'est intéressant que tu me poses cette question-là parce que ça risque d'être la question pivot dans notre discussion vers ma nouvelle carrière comme artiste visuel. Parce que le choc que j'ai eu dans les dernières années, je parle des 3 dernières années, c'est jusqu'à quel point les processus créatifs entre ma nouvelle vie et mon ancienne vie sont différents. Oui. Alors, si tu m'avais posé la question il y a 5 ans, quand je terminais mon aventure Sidley puis C2 Montréal, ce que je t'aurais répondu, c'est que c'est 100% autour de la dynamique d'équipe. Puis que créativité, puis de mettre en place la bonne équipe, de la gérer de façon adéquate, de lui donner des directives adéquates, de savoir comment intervenir, quand ne pas intervenir avec une équipe. Pour moi, c'était complètement et totalement un sport d'équipe. Et on est obsédé par ça pendant 25 ans. Il y a sûrement beaucoup de gens dans l'industrie de la pub ou qui ont déjà été qui vont écouter cette entrevue-là. Ouais. Par contre, il y en a sûrement des tonnes qui n'ont jamais même pensé mettre les pieds chez Sidley ou chez LG2 ou peu importe. Pour quelqu'un qui n'a jamais compris, qui n'a jamais même réfléchi à c'est quoi un processus créatif, comment ça se passe dans une agence, est-ce que tu peux nous donner un bref aperçu? Bien, de façon générale, la créativité en agence, c'était pas juste chez Sidley, oui, c'est un truc d'équipe, là. Parce que il y a, à la base, même dans le monde publicitaire, qui était... C'est à l'époque où j'étais encore chez Sidley, c'était peut-être le tiers de nos activités, mais en publicité, de façon fondamentale, il y a toujours 2 personnes qui travaillent sur un mandat, un directeur artistique qui est vraiment plus le côté visuel, puis un rédacteur qui, bon, ça le dit, va faire de la rédaction, mais aussi qui est dans la conception. Ça, c'est la plus petite forme d'équipe que tu peux concevoir qui existe dans une agence, mais le travail est devenu assez multidisciplinaire dans les agences avec toutes ces années. Là. Nous, on était juste très, très tôt à pousser ça très, très loin. Alors, souvent, il y a d'autres gens qui vont intervenir autour. Dans notre cas, c'était vraiment la clé de notre succès, c'est qu'on mettait des gens avec des complémentarités vraiment intéressantes. On faisait quasiment de la curation d'équipe pour... même on faisait par exprès des fois dans une équipe pour mettre quelqu'un qui était un peu l'électron libre. Puis c'était vraiment réfléchi pour être une dynamique d'équipe. Et une des choses qui existent dans cette industrie-là, c'est que des fois, il y a des gens qui deviennent un peu comme des stars, puis ont des gros égos, puis là, ils travaillent un peu... Ils travaillent un peu en solo, au final, puis ils s'entourent de petites mains. Ça, ces gens-là, chez nous, les quelques fois qu'on a fait l'erreur d'en embaucher, dès qu'on s'en est rendu compte, ces gens-là étaient... On n'a même pas besoin vraiment des remercier parce qu'ils étaient rejetés de toute façon par l'équipe, qu'on faisait juste conclure les choses pour l'équipe, mais on s'est toujours tenu bien loin de ça. Fait qu'on n'a jamais eu d'espèce de créatif héros, là. Philippe est devenu
très connu dans son métier, mais justement parce qu'il redonnait beaucoup au métier, il enseignait, il a parti la factory. Ça n'a jamais été un gars du jeu. Nous autres, c'était le nous 100% du temps. Puis dès que quelqu'un se mettait à parler au jeu, c'était le début de la fin. Là. C'était clair. Fait que c'était comme ça qu'on voyait la création, puis même plus que la création, la gestion de la boîte, parce que même la gestion de la boîte, pour nous, elle devait supporter la création. Et... fait que ça, c'est un peu pour répondre à la question sur l'ancienne vie. Oui. Puis là, le choc, c'est que dans ma nouvelle vie, c'est complètement une autre réalité parce que d'être un artiste visuel, parce que ma pratique aujourd'hui, il y a de la photographie, mais je travaille aussi dans le monde de la vidéo. Parfois, j'ai des installations. Comme là, par exemple, je travaille sur une exposition qui va être présentée l'année prochaine au Centre Phi. Puis, dans cette expo-là, il y a une seule photo. Le reste, c'est des installations, c'est de la vidéo. Donc, c'est vraiment de l'art visuel contemporain. Et là, la dynamique pour créer ça est différente, mais beaucoup plus que je pensais. OK, explique-moi. Ben, le premier point, c'est que comme artiste, tu es vraiment dans une dynamique où tu t'intéresses à c'est très intrinsèque comme démarche. Fait que tu t'intéresses à ce qui se passe en toi, tes réflexions, tes impressions par rapport à un sujet, tes expériences. Alors que dans mon passé, on était plus en réaction à ce qui se passe dans un marché, une tendance, puis même créer la tendance dans l'univers du marketing. En général, tu t'es intéressé à ce qui se passe dans la société ou ce qui se passe dans une industrie. Donc, tu es beaucoup en réponse à des stimuli extrinsèques, alors que dans le monde de l'art, c'est des stimuli qui sont vraiment intrinsèques. Fait que c'est beaucoup plus... il faut vraiment que tu sois plus dans ta bulle, puis très attentif à tes observations, tes émotions, c'est vraiment autre chose que à ce niveau-là. Fait que ça, c'est le premier point. C'est vraiment quelque chose... Il y en a-tu un qui est plus le fun que l'autre? Les deux te... C'est complètement différent. Je ne peux même pas comparer parce que, évidemment, qui dit travail d'équipe, dans une équipe, des fois, c'est pas si simple à gérer non plus. Là. Donc, ça vient avec des responsabilités. Puis, que tu n'as pas dans ma nouvelle réalité d'artiste visuel. Mais évidemment, je perds aussi le plaisir de travailler en équipe. Mais j'ai tellement plus de liberté et c'est bien moins stressant. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup plus apaisant comme processus créatif. Puis là, des fois, c'est sûr que il y a le syndrome de la page blanche qui existe pour tout le monde. Des fois, tu essaies il y a des choses qui se passent pas comme tu voudrais. Puis des fois, tu peux finir que tu es un peu trop dans ta bulle aussi, il faut que tu en sortes. Là. Fait que il y a des hauts et des bas dans les deux. Là. Mais ça, c'est une différence qui est importante. L'autre différence qui m'a vraiment frappé, puis ça, c'est plus récent d'ailleurs, c'est que je me souviens, comme on avait souvent des grosses équipes qui travaillaient sur des trucs, des fois, on se perdait un peu dans le chemin créatif, c'est normal. Puis je me souviens, on utilisait l'expression que là, on était rendu dans un rabbit hole, qu'on s'était perdu dans un rabbit hole. Et ça, c'était synonyme de... OK, là, on est plus sur les rails, on va perdre de l'argent, on n'arrivera pas au résultat voulu, négatif, on veut sortir du rabbit hole. Puis j'ai réalisé dans les dernières années que dans le monde de l'art, c'est complètement l'inverse. Les artistes qui sont les plus fascinants, c'est ceux qui sont allés tellement loin dans un rabbit hole qu'ils ont créé un univers qui leur est propre, un univers dans lequel les gens ont envie de se plonger et tu rentres dans un monde qui est le leur. Ben, tous les grands artistes, sans aucune exception, puis c'est pas juste dans l'art visuel, c'est aussi dans la musique, c'est aussi dans le cinéma. Si tu penses à des grands artistes, en général, ils ont un univers qui leur est propre, tu sais. Fait que je prends, je sais pas, un exemple classique, ben, je vais prendre Picasso. Ben, Picasso, c'est une personne qui a
qui a développé ou fait exploser un certain courant de modernisme, qui était tout un univers dans lequel, à travers ses toiles, on pouvait un peu comprendre son univers. Puis si on regarde plus récemment que nous, plus proche de nous, quand un grand cinéaste oscarisé nous amène dans son univers, puis il y en a plusieurs qui ont un style qui leur est propre, ben ça, c'est leur univers, c'est leur rabbit hole. Puis nous, on voit le résultat de 20 ans là, d'exploration, puis d'essais, d'erreurs. Puis... Alors, tout ça pour dire que... Puis plus spécialement dans le monde de l'art visuel, en général, les artistes qui ont du succès, ils vont s'intéresser à un sujet. Puis je vais prendre, mettons... Je vais prendre un exemple comme la lumière. Il y a un certain nombre d'artistes, là, je pense par exemple à Dan Flavin, qui est connu pour avoir travaillé avec la lumière. Puis il a fait ça comme pendant 40, 50 ans, tu sais, puis il a travaillé avec de la lumière. Puis les réflexions que cette personne-là a fait sur la lumière pendant 50 ans, c'est complètement hors du commun. Et c'est le genre de choses qui rendent les artistes fascinants. S'il avait juste fait 2-3 œuvres lumineuses pendant 3 mois, peut-être passé à autre chose, c'est sûr qu'on ne serait pas souvenu de lui parce qu'il n'aurait pas descendu dans ce rabbit hole de la lumière. Donc, c'est complètement différent. Alors maintenant, quand je me perds dans une idée, avant, j'aurais fait, OK, là, Jeff recule. Là. T'es rendu trop loin. Là, on est perdu. Puis là, maintenant, c'est comme plus loin. Puis là, tu peux faire ça pendant des années, là, avant qu'une idée émerge. Fait que t'es tout semaine d'avoir une coupe de rabbit hole que tu creuses en même temps, ou en tout cas des ramifications dans le rabbit hole, parce que des fois, ça bloque aussi. Tu sais, comme par exemple, j'ai travaillé sur un projet il y a bientôt 7-8 ans, que finalement, j'avais mis sur la tablette. J'étais comme pas sûr. J'étais pas sûr de la façon dont je l'avais fait. J'avais photographié des gens un peu marginaux là, qui s'intéressent à la chirurgie esthétique, mais pour avoir l'air des objets comme Ken, Barbie. Puis quand j'avais regardé ça au final, j'étais comme pas convaincu des images, mais je les avais aussi filmées. Puis là, récemment, je commence à regarder des vidéos à nouveau, puis là, j'ai comme 12 heures de piétage. Puis là, leurs histoires... Puis moi, je pensais filmer ça pour faire du making-of. Puis là, finalement, je me rends compte, ben voyons, je vais faire une installation avec ça, puis l'œuvre d'art est là. Et ça m'a pris... C'est ça, ça doit faire 10 ans que je m'intéresse à ce monde-là. Je les ai shootés il y a comme 7 ans. Puis là, finalement, là, peut-être je vais être capable de sortir de mon rabbit hole. Puis c'est pas fait encore, là. Mais, tu vois, là, je viens de terminer de la production d'un projet, justement, qui va être présenté l'année prochaine à Montréal sur les... je sais pas c'est quoi l'équivalent en français de ça encore, là, mais en anglais, on parle des street preachers. Donc, je dirais des évangélisateurs de rue en français, qui sont tous des born-again Christians. Et j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là dans les années 80, quand j'allais dans ma famille au Massachusetts, qui était très à droite. Puis eux autres, ils écoutaient des grands télévangélistes. Puis c'était l'époque là, du moral majority. Puis en tout cas, bref, c'était la première vague, la première montée de droite religieuse aux États-Unis dans les années 80. Ça m'avait fasciné. Puis après ça, toute ma vie, quand je voyais des street preachers dans la rue, j'arrêtais, je prenais des notes, là, j'accumulais. Là, je commençais à prendre des photos de ça, mais esthétiquement, c'était pas intéressant. J'arrivais pas à réaliser mon projet. Puis à un moment donné, je suis en train de travailler sur un autre projet, puis j'étais... le projet que j'ai présenté récemment là, dans plusieurs villes dans le monde qui s'appelle The New Cubans. Puis j'ai dû aller 15 fois à Cuba pour faire ça. Puis à un moment donné, j'avais tellement besoin d'un petit break mental de ce projet que je me suis dit, ben là, mes preachers, je pourrais les photographier, je vais les filmer en studio, puis je vais faire un projet vidéo avec ça, d'installation muséale, puis je sais pas ce que ça va donner, là, mais j'ai besoin d'un break. Je tourne ça, puis je suis allé à Los Angeles pour tourner ça. Puis effectivement, ça m'a donné un bon break mental. J'ai pensé à autre chose parce que c'est tellement leur univers, tellement particulier. Puis finalement... le projet a pris forme et là, l'installation puis l'exposition va voyager dans le monde en commençant avec Montréal, mais
Bref, ce rabbit hole-là, de cet intérêt-là, ce qui va rendre mon projet intéressant, c'est que moi, je suis allé profond dedans. Là. Fait que quand les gens vont découvrir l'univers de ces gens-là, parce que moi, je suis souvent intéressé, j'ai un intérêt un peu anthropologique dans mon art, puis un peu sociologique, qui revient dans tous les projets. Même si la forme change, des fois, ça va être de la photo, des fois, ça va être de la vidéo, des fois, c'est plus installatif, des fois, c'est un livre. Mais il reste que l'intérêt de base, c'est toujours cette curiosité-là anthropologique / sociologique. Donc... Le but d'un café avec Judith, c'est d'apporter le plus de valeur concrète aux gens qui nous écoutent. Donc, toi... Donc, aide-nous à faire rayonner ce contenu-là et partage ce que tu as appris. Donc, partage l'épisode et aussi, oublie pas de t'abonner. Ce qui rend le travail intéressant, j'espère, c'est justement parce que tu as été tellement loin là-dedans que les gens n'ont jamais vu ça ou ils n'ont pas pensé à toutes les ramifications qui viennent autour de ça, puis ça les fait réfléchir. Donc, ça n'a rien à voir avec le monde de la créativité commerciale. La créativité artistique, c'est complètement autre chose. Mais tu dis que ça fait plusieurs années quand même que tu prends des notes, que tu documentes pour tes preachers. L'intérêt initial, c'était pourquoi? Qu'est-ce que tu avais en tête à ce moment-là, au début, quand tu as commencé à faire ça? C'était dans une intention artistique? C'était dans une intention anthropologique? Il faut comprendre que, parce que la chose qu'on n'a pas dite depuis le début de la conversation, c'est que mes deux carrières, il y a eu quand même une période très longue d'overlap entre les deux. Ah oui? OK. Ben oui, parce que je dirais que moi, j'ai été chez Sidley pendant environ 25 ans, puis à partir de la 10e année environ, je me suis remis à faire au début, c'était la photographie spécifiquement, et à faire des expositions. Mais je faisais ça à temps partiel. Donc, pendant que j'étais Sidley, à tous les 2-3 ans, je présentais une expo, et puis ça a duré quasiment une quinzaine d'années, là. Alors, quand j'ai commencé dans le monde de l'art, à temps plein, j'avais déjà une base. J'avais déjà fait quand même 5-6 expos. Mais en fait, j'avais exposé, je pense, 4 ou 5 projets, mais peut-être dans un total d'une douzaine de villes différentes ou d'endroits différents. J'avais déjà publié un livre. Donc, j'avais été actif dans ce milieu-là quand même pas mal. Et à un certain moment, j'ai eu l'impression que dans ma carrière d'entrepreneur, j'avais fait le tour. Puis, je veux pas dire par là qu'il n'y avait pas d'autres choses que je pouvais apprendre. Là. J'aurais pu apprendre jusqu'à ma mort, mais j'avais plus le goût d'apprendre. En fait, c'était ça. J'étais comme, OK, là, j'ai le goût d'apprendre autre chose, vraiment dans un autre domaine. Puis, j'avais le goût de me remettre dans la position du petit cul de 25 ans qui recommence, tu sais. Puis, ça me tentait. Puis, c'est pas vrai que j'ai recommencé à zéro parce que ça, je le faisais quand même... J'avais déjà un CV artistique quand même pas si mal. Puis j'avais exposé une couple d'endroits intéressants, même un musée. Fait que, tu sais, c'était pour une carrière de... C'était plus qu'un hobby, mais c'était pas une carrière à temps plein. Puis dans le monde de l'art, il faut comprendre que les lieux de diffusion, ils sont ouverts aux artistes professionnels, pas aux gens comme moi. Là. Fait que, tu sais, c'était un peu limite, mais il y a des gens qui avaient cru à mon travail puis qui m'avaient donné la chance d'exposer. Puis là, ça avait bien été. Puis, fait que j'ai été chanceux pendant une quinzaine d'années d'avoir une espèce de double vie. Mais à un certain moment, j'avais vraiment le goût de me concentrer là-dessus. Alors là, ça a amené ma nouvelle carrière dans le monde de l'art. Et justement, là, tu as raconté un peu l'histoire du début, de comment c'est né, Sidley, de tes deux carrières parallèles, mais pour toi, Sidley, ça a une fin un jour. Dans le sens que Sidley existe encore aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais... moi, j'ai quitté la boîte il y a un petit peu plus que 5 ans. Puis j'étais là à temps partiel pendant 2-3 ans. Donc, j'ai vendu avec mes collègues la boîte, ça doit faire 8 ans là, maintenant. C'est quand même un bon petit moment. Mais avant de pouvoir me consacrer au monde de l'art à temps plein, il y a eu une couple d'années de transition où j'avais encore une patte dans le monde des affaires, puis une patte dans le monde de l'art.
La pandémie aussi m'a un peu ralenti parce que mon travail implique de voyager beaucoup. Puis là, ça a été comme compliqué de voyager pendant environ 2 ans. Fait que ça a créé une espèce de petit trou, là, où je respirais un peu plus, honnêtement, pendant cette période-là. Là. Puis... mais c'est ça, cette transition-là, donc, a pris un moment. Puis c'était correct comme ça, tu sais. On dirait qu'il n'y a pas eu de choc brutal. Ça a été comme progressif. Puis... Parce que si tu faisais ça à temps partiel, dans tes temps libres, est-ce que pour toi, c'était clair que, une fois que Sidley serait terminé, tu pourrais enfin dévouer ton temps Non, ça? C'était pas comme ça que je voyais ça parce que j'aimais bien faire les deux. Comme je suis quelqu'un qui touche à tout, comme j'aime pas ça me faire enfermer dans une boîte, moi, je trouvais ça top. Je me disais, moi, je suis dans une même année. Je suis un entrepreneur dans le monde des affaires et un artiste. Fait que le « et », j'aimais bien ça. Mais à un certain moment, puis, tu sais, j'ai adoré ma carrière professionnelle dans le monde des affaires. Fait que c'est à refaire, je changerais absolument rien. Puis c'est vraiment... pas facile aussi de bâtir une carrière dans le monde des arts. Fait que aurais-je réussi dans le monde des arts? J'en ai aucune idée. Là, j'aborde ça à une époque où j'ai beaucoup plus d'expérience et puis j'ai aussi bénéficié de mon succès dans le monde des affaires. Fait que ça me donne une sécurité que 99% des artistes n'ont pas puis que je remercie les dieux d'avoir cette sécurité-là parce que c'est extrêmement insécurisant être artiste. Là. Puis on parlera de... J'aimerais ça qu'on revienne là-dessus dans une seconde parce que Revenons-y là. Je peux peut-être fermer la petite boucle qu'on est en train de discuter. Fait qu'on parlait de l'overlap entre les deux carrières et le fait que ça s'est fait sur une certaine période de temps. Mais pour moi, ça a bien fonctionné. Mais non, je ne savais pas que... je me doutais que j'aurais plus de temps pour ma pratique artistique, mais je me voyais investisseur, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que non, je peux plus faire ça. Fait que, tu sais, je suis resté impliqué sur le conseil d'administration de C2 Montréal, parce que ça, c'est un organisme à but non lucratif. Puis je suis un des fondateurs, puis j'ai été associé à ce projet-là étroitement. Fait que je veux le supporter jusqu'au bout. Puis il y a une autre entreprise... où là, j'ai même des obligations familiales, donc c'est sûr que je vais rester impliqué aussi longtemps qu'on va vouloir de moi. Mais ça me demande quelques heures par mois, là, c'est vraiment extrêmement minime. Mais bref, il y a un moment où j'ai senti que pour aller jusqu'au bout de l'aventure dans le monde de l'art, puis ça a décollé un peu aussi dans le monde de l'art, là, on va revenir là-dessus, mais là, même, je veux dire qu'il faut vraiment... Si je veux que ce soit vraiment une carrière, il faut vraiment que je fasse ça à temps plein. C'est la seule façon. Et ça faisait mon affaire. Mais c'était pas vraiment réfléchi, là. Je pensais juste que j'en ferais plus, mais je pensais que je continuerais à être un touche-à-tout. Puis là, je suis un touche-à-tout, mais dans le monde de l'art. Donc, oui, je vais faire de la vidéo. Puis là, je suis en train de travailler même sur des sculptures. Et ça... Il n'y a pas tant de photographes qui vont s'aventurer dans d'autres médiums comme je le fais. Fait que mon côté touche-à-tout revient à la charge, mais dans le monde de l'art. Fait que vraiment, tu sais, des fois, des gens m'appellent, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? J'aurais des conseils à te demander pour mon entreprise. Puis j'essaie d'être super gentil, mais comme la réponse, c'est non. T'sais. Si un jeune artiste m'appelle et qui veut de l'aide, c'est sûr que je vais dire oui. Mais dans le monde des affaires, désolé, j'ai vidé mon sac. Mais c'est parce que tu as même utilisé les mots « je me suis rendu compte que je ne peux plus faire ça ». Ouais, non, j'ai même pas confiance aux conseils que je donnerais aux gens parce que mon aventure est extraordinaire, mais tu sais, après 25 ans, il y a pas mal d'affaires qui n'ont pas marché aussi. Là. Puis à un moment donné, tu finis par te dire... On dirait que j'ai perdu l'innocence que j'avais de juste foncer, puis on verra les problèmes plus tard. Ou même, au début, je pensais qu'il n'y aurait pas de problème dans les nouvelles aventures. Aujourd'hui, je suis rendu dans une posture où on dirait que j'ai tellement vu de trucs qui ne fonctionnent pas, que ce soit dans mes propres initiatives ou celles de d'autres amis entrepreneurs. Puis on parle de gens qui ont du succès, là, que ça a marché leurs affaires. Mais c'est sûr que si tu passes 5-6 compagnies dans ta vie, il y en a une qui va faire faillite. Fait que c'est
à peu près 100% inévitable. J'en connais pas vraiment. Fait que les entrepreneurs, ils ont fait bien des affaires. Puis nous autres, on n'a pas fait beaucoup de compagnies. Là. Au final, on a fait Sidley, puis C2, mais on a fait plein de villes, on a essayé des affaires, des différentes disciplines. Ça. Puis c'est pas tout qui a marché. Évidemment, on oublie les trucs. Le bureau à Austin, là, personne ne se souvient qu'on avait un bureau à Austin. Là. Mais il n'a pas duré bien longtemps. Puis ça laisse des cicatrices, ça. Fait que moi, je suis couvert de cicatrices. Puis ça fait en sorte qu'on dirait qu'aujourd'hui, avec mon expérience du passé, je vois trop les risques. Fait que je pourrais plus être un entrepreneur parce que j'y vois trop les risques. Là, puis ne serait-ce que pour ça, puis j'ai pas le goût de m'asseoir avec des jeunes puis leur expliquer toutes les raisons pour lesquelles ça marchera peut-être pas leur affaire. Et en même temps, quand ils me parlent, moi, c'est ça qui me roule en arrière de la tête. Fait que je me dis, OK, c'est fini. Mais j'ai perdu l'innocence, le courage de me pitcher là-dedans. Puis assez curieusement, en me lançant dans le monde de l'art, c'est encore plus risqué. C'est comme... J'ai découvert que dans le monde de l'art, c'est tellement tough, là. Parce que des artistes qui ont du talent, il y en a des dizaines de milliers, en fait, c'est peut-être des millions. Et des lieux de diffusion qui, moi, m'intéressent, qui ont de l'allure, tu sais, dans le monde, il y en a une couple de centaines. Là. Il n'y a pas plus que ça. Là. Par lieu de diffusion, je parle de non-connaisseurs de l'art comme moi... Ben, ça, comme c'est des opportunités, exemple, de monter ton travail. Fait que ce soit des musées de qualité, comme justement le Musée des Beaux-Arts, le Centre Phi ici à Montréal, l'Arsenal, le Musée d'art contemporain. Ben, tu sais, dans notre ville, il y a évidemment quelques belles galeries aussi, mais tu sais, dans notre ville à Montréal, des lieux de calibre mondial, disons. Tu sais, quand t'en as une dizaine... C'est pas mal ça, là. Puis c'est comme ça dans la plupart des villes. Puis là, il y a quelques exceptions, là, comme New York, Paris, Los Angeles, Londres. Mais quand tu mets tout ça ensemble, là, puis encore une fois, si t'as une ambition... Moi, j'ai une ambition toujours d'être classe mondiale, que mes projets se promènent dans le monde. Fait que dès que tu mets l'ambition là, le niveau de compétition est spectaculaire. Et à tous les matins, quand je regarde l'actualité dans le monde de l'art, les gens que je suis sur Instagram, les musées que je suis, les galeries que je suis, je vois au moins 10 trucs à chaque matin là, que la mâchoire me décroche. C'est comme, wow, quel projet incroyable. Puis ça me prend 1 heure faire ça, là, parce que c'est maintenant une partie importante de mon rituel, parce que je suis en train d'apprendre aussi mon métier, là, fait que je réserve beaucoup de temps à ça. Mais c'est pas vrai que dans mon ancienne vie, à tous les matins, je rencontrais 10 agences ou 10 campagnes extraordinaires qui me rendaient jaloux, là. C'était pas ça, là. Fait que mon point, c'est que quand j'ai démarré cette nouvelle carrière-là, pour vrai, là, à temps plein, ben là, je me suis ramassé comme un parmi des centaines de milliers, c'est peut-être pas des millions, mais c'est certainement des centaines de milliers de gens qui essayent de se faire un chemin là-dedans. Puis dans le monde de l'art, c'est pas le monde commercial non plus, là. Fait que ça marche plus, c'est plus au ralenti. Fait que si t'écris à un commissaire à Paris pour essayer de faire connaître ton travail, bonne chance. Cette personne-là, il doit recevoir des tonnes de courriels non sollicités. Il regarde même pas. Si t'es bien chanceux, un matin, la commissaire, elle va regarder ce que tu fais, puis si t'es encore plus chanceux, elle va peut-être te dire « Ah, c'est intéressant ». Puis là, elle va se faire une petite note mentale que peut-être que quand toutes ces expos là, qui sont en cours pour les 3 prochaines années, peut-être que tu pourrais être intéressant. That's it. C'est un succès, ça. Puis tu le sais pas. Et ça, c'est rare. Puis là, dans certains cas rarissimes, la personne te répond, dit « Ah, le travail est intéressant ». Puis même dans ces cas-là, là, tu vas peut-être écrire, puis la personne ne t'écrira plus jamais. Il y a des gens qui m'ont fait venir à Washington, un musée à Washington m'a fait venir sur place 2 fois.
Puis à un certain moment, je leur ai écrit pour faire un suivi, puis là, on était rendu dans des discussions mineures de frais de transport. Là. Tu sais, c'était... Puis là, ils m'ont plus jamais écrit. Tu t'es fait Je me suis ghosté. Je me fais ghoster non-stop. Puis, mais ça, c'est tous les artistes qui se font ghoster sans arrêt. Là. C'est épouvantable. Puis moi, évidemment, je n'étais pas habitué à ça. Là. J'arrivais je ne le savais pas, là, mais j'étais dans ma petite tour d'argent de CEO. Quand j'envoyais le courriel, on me répondait. Oui. Bon, c'est sûr que j'ai envoyé un courriel à Richard Branson. Il y a des bonnes chances qu'il ne me répondra pas. Là. Mais il y a des bonnes chances qu'il j'envoyais un courriel au président d'une banque canadienne ou au vice-président d'une compagnie américaine. J'avais des chances d'avoir une réponse. Mais là, ou en tout cas, avoir une réponse, mettons, la moitié du temps. T'sais. Fait que là, ça c'est comme... Mais là, mentalement, tu peux dealer avec ça. Mais là, les réponses dans le monde de l'art, c'est pas ça. Là, les artistes, ils se font... Je parle pas juste de moi, là, ils se font répondre une fois sur 100. S'ils veulent participer à une résidence d'artistes, c'est des lieux qui accueillent des artistes pour les supporter dans leur travail. Puis c'est généralement... ça dure quelques semaines. C'est un peu comme des incubateurs, mais dans le monde de l'art, oui, effectivement. Mais tu sais, c'est pas rare qu'un artiste applique à 100 résidences pour réussir à en avoir une. Là. Fait que c'est quelque chose. T'sais. Fait que ça a été ma nouvelle réalité, puis ça a été un choc parce que, tu sais, je m'attendais que ce soit tough. J'acceptais de remanger des croûtes, même manger du sable. Ça me dérangeait pas, même c'est ça que je cherchais. Mais là, quand le ghost... Je m'attendais... Comment je pourrais dire? Je m'attendais que ce soit des gros efforts pour des petits résultats, puis que ce soit un peu frustrant, puis que... J'accepte des fois de rencontrer des gens qui sont comme pas si intéressants que ça, mais que, bon, tu commences par faire un truc avec eux, puis après ça, tu fais un truc avec l'autre, puis... mais ça a été plus tough que je pensais. Fait que... Mais d'un autre côté, pendant 20-30 ans, tu as quand même bâti ton réseau à l'international. Ouais, est-ce que ça t'ouvre des portes un petit peu, ça? Comme par exemple... C'est complètement des réseaux différents, ça n'a rien à voir. Mais absolument, les gens de la business siègent sur des conseils d'administration, par exemple, de galeries d'art. Oui, mais c'est pas ces gens. Les gens qui décident, c'est des commissaires, c'est des galéristes, c'est des gens qui des commissaires, il y en a dans les musées, il y en a dans les festivals. Il y a toutes sortes de... Il n'y a pas que les musées, là. Il y a d'autres lieux de diffusion là, qui sont intéressants, mais c'est complètement une autre histoire, c'est complètement une autre réalité. Mais là où, un moment donné, ce que j'ai réalisé, c'est comme, OK, là, j'ai un problème de développement des affaires. Oui. Moi, je l'appelle comme ça. Tu sais, la plupart des artistes n'utiliseront pas ces termes-là, mais... Ils diraient quoi, tu penses? Je sais pas. Peut-être qu'ils utiliseraient l'expression réseautage, peut-être. Je sais pas comment, mais je suis pas mal certain qu'ils n'appellent pas ça développement des affaires. Mais, puis à un moment donné, je me suis dit, OK, ben, tu sais, faut que je rencontre des commissaires, faut que je rencontre des galéristes. Alors, je me suis mis à aller à certains événements réputés dans l'industrie, là, enfin, tu vois, j'ai utilisé le mot industrie. Dans le monde de l'art, on dit pas le mot industrie, on dit dans le monde de l'art. Et là, j'ai commencé à présenter mon travail à des gens, puis là, ça a cliqué avec certains. Un commissaire en Corée, un galériste au Mexique, des gens qui ont une galerie et une publication à Paris, un éditeur à Paris, un éditeur à New York. Fait que là, à un moment donné, là, ça a commencé à embarquer. Puis j'avais déjà des gens qui me supportaient ici au Canada, là, à la galerie Blouin Division notamment. Fait que ça, Dieu merci, grâce à mon passé, eux avaient déjà vendu pour moi, puis c'est quand même une excellente galerie au Canada. Là. Fait que ça m'a aidé. Puis quand les gens voient aussi que je suis représenté par Blouin Division à l'étranger, c'est quand même une galerie qui va à l'étranger aussi. Fait que ça m'a quand même aidé. Mais une galerie ne peut pas faire des miracles pour ces artistes parce qu'ils en ont 30-40. Ils ne roulent pas sur des budgets marketing immenses. Puis, ils ne peuvent pas être partout en même temps. Donc, l'artiste a vraiment une responsabilité de se mettre en marché. Là. Ça n'existe pas dans le monde de l'art que l'artiste ne doit pas aussi être un peu son propre agent. Puis ceux qui ne le font pas, il faut qu'ils soient bien chanceux pour que ça marche. Puis il y en a qui ont un talent tellement hallucinant qui se sont fait prendre en charge par un galériste extraordinaire. Mais c'est rare, là. Puis les gens, les artistes, il faut qu'ils se comportent un peu en entrepreneur. Fait que là, quand j'ai compris ça,
j'ai réalisé, OK, ben comme artiste, j'ai vraiment des croûtes à manger à bien des égards, mais le bout où l'artiste doit se comporter en entrepreneur, ça, ce bout-là, je pense que je vais le comprendre assez vite. Tu sais. Alors, j'ai donc fait beaucoup d'efforts pour rencontrer des gens intéressants à l'international. J'ai beaucoup appris de ces gens-là. C'est pas juste une question aussi de trouver des opportunités. C'est qu'il y a tellement de monde là-dedans qui m'ont dit des choses qui m'ont énormément aidé. Comme quoi? Puis je connaissais... Ben, tu sais, des fois, c'est des artistes aussi. Comme un artiste que moi, j'aime beaucoup puis qui m'a influencé, c'est l'artiste canadien Edward Burtynsky. Ben, tu sais, lui, il a une grosse pratique partout dans le monde. Puis il est vraiment un peu unique parce qu'il y a une équipe dans son studio de minimum 5-6 personnes. Fait que c'est quasiment comme c'est vraiment un artiste, mais il est un peu un entrepreneur aussi parce que par la force des choses, c'est devenu tellement gros son affaire. Alors, lui et moi, on s'est vite compris parce que lui, il m'apprenait plein de choses dans le monde de l'art. Des fois, lui, il me posait des questions un peu plus qui était connecté avec mon passé dans le monde des affaires. Fait que bref, on s'est super bien entendu. Puis il est photographe à la base. Fait que c'est sûr que... Puis on est devenus amis. Mais comme par exemple, lui, il m'a fait réaliser, il dit, tu sais, des fois, JF, c'est super important il m'a dit en anglais, il parlait de sa propre pratique, parce que lui, il a un succès fou, mais il n'a pas présenté encore au MoMA puis au Tate. Puis c'est probablement les deux institutions les plus importantes sur la Terre. Fait que moi, je disais, écoute, ça t'écœure pas de ne pas avoir eu le MoMA ou le Tate encore. Puis il dit, pendant les années, ça m'écœurait un peu, mais... Là, il m'a dit à la blague, il dit, mais je pense qu'ils vont me présenter quand je vais être mort. Fait que, it's all good. Là, je suis OK, mais encore. Il dit, non, il dit, sérieusement, il dit, moi, j'ai appris un certain moment, I go where I'm wanted. Il dit, moi, là, comme, s'il y a des institutions qui semblent qu'ils sont pas prêtes, pas de problème. Je vais mettre 2 fois plus d'énergie avec les institutions qui sont prêtes pour moi, puis qui ont le goût de faire les choses comme moi, j'ai le goût de le faire, parce qu'il y a une approche quand même très... Lui, il aime ça être grand public dans son approche parce qu'il y a un message environnemental qu'il porte. Puis des fois, il trouve que certaines institutions sont tellement pointues que ça ne parle pas tant que ça à son auditoire. En tout cas, tout ça pour dire que quand je rencontre des gens à l'international, dans le monde de l'art, oui, j'essaie de trouver mon chemin vers une opportunité de diffusion, mais je le vois... Dans tous les cas, je vois ça comme une opportunité d'apprendre. Je me dis, worst case scenario, ce qui est la plupart du temps, by the way, faut que je sorte de là en ayant appris un truc. Tu sais, quand je dis un truc, là, je veux pas dire un trick, là, je veux dire quelque chose de nouveau. Oui. Et parce que je me vois comme un kid de 25 ans qui est en train de faire son bac en suçant les cerveaux qu'il rencontre sur son chemin, en lisant des tonnes de trucs sur le milieu. Puis donc, en étant très modeste dans l'approche, tu sais, fait que j'essaie d'avoir l'ambition de présenter avec des institutions intéressantes, puis de développer une carrière nationale puis internationale pour de vrai. Mais en même temps, je le fais avec une très grande modestie parce que c'est pas vrai. Là. Il y a des exceptions, mais la plupart du temps, quand les gens commencent à faire des choses intéressantes dans le monde de l'art, c'est parce qu'ils sont cassés la tête, puis ils ont essayé un paquet de trucs pendant 10 ans. Puis il y a quelques exceptions là, d'artistes qui explosent dans leur vingtaine, mais c'est rarissime. Non, c'est ça. Puis souvent, ces gens-là, ils ont commencé à dessiner des trucs à 4 ans. Ben c'est ça. Fait que ça se peut qu'eux autres aussi l'aient fait leurs 10 ans, c'est juste qu'ils l'ont fait différemment. Mais de toute façon, c'est rare. C'est pas comme ça que ça se bâtit en général, une carrière. Puis, dans les choses que j'ai apprises dans mon aventure antérieure, c'est que quand j'ai lancé Sidley avec mes collègues, on avait vraiment le but qui était, on veut une shop internationale qui est une des plus créatives au monde, avec un paquet de bureaux dans le monde. Puis je me souviens même, moi, j'avais même l'objectif d'avoir 1000 employés. Je sais pas pourquoi, c'est un chiffre un peu niaiseux, là, mais... Puis là, une fois qu'on est effectivement arrivé là, ben là,
tu te rends compte que ça... What's next? Ou même Pourquoi? pas, c'est À juste quoi comme... bon? C'est pas ça ça n'a aucun intérêt. Parce que l'intérêt, c'est tout le chemin pour se rendre. Est-ce que c'est ça? Moi, c'est de ça que je vais me souvenir. Je vais-tu me souvenir de « Ah, j'ai passé le fil d'arrivée ». Vraiment pas, là, tu sais, puis le fil d'arrivée, il n'y a pas de signification. Fait que dans le monde de l'art, j'ai fait bien attention de ne pas framer mon éventuel succès en fonction de ça. T'sais. La façon dont je vois mon succès aujourd'hui, c'est est-ce qu'à chaque jour, je fais ce que j'aime? Est-ce qu'à chaque jour, je suis un artiste? Je ne suis pas juste en train de faire de l'art, je suis un artiste. C'est comme ça que je vis. Ça, pour moi, c'est ça ma définition du succès. Le reste, c'est des tentatives de... Puis si ça marche, ben oui, je vais être content, puis je vais popper une bouteille de champagne un jour, mais je veux pas que ce soit signifiant. Je veux que ce soit quelque chose que je célébrerai, là, mais que ça... C'est pas ça... C'est pas comme ça que je veux le voir. Mais tu vois, c'est drôle parce que ma prochaine question, c'était ça. C'était la fille de business, d'objectif. Elle était comme, mais c'est quoi ton KPI de performance? C'est quoi ton indicateur? Dans le sens que, mettons, dans 5 ans, qu'est-ce que tu vas accomplir? Puis tu y as répondu de façon très... Oui, mais j'aimerais ça bonifier cette réponse-là parce qu'effectivement, dans le monde de l'art, c'est pas la même dynamique. En fait, en affaires, il faut souvent fixer le North Star. Ouais. Tu sais, comme la vision, là, mais c'est quoi ton North Star? Où est-ce que tu veux t'en aller? Puis ça va comme t'aider à décliner ta vision. Toi, ton North Star de ça, c'est quoi? De vivre comme un artiste, tu l'as dit. Ça c'est très clair, mais ça, on dirait que on peut pas qualifier ça d'objectif, là. C'est plus comme la réalité quotidienne que j'essaie de matérialiser. Là. Fait que si je te disais aujourd'hui, ce que j'essaie de faire, c'est de faire en sorte que les idées qui m'intéressent, les sujets qui m'intéressent, que je pousse ça tellement loin qu'à un certain moment, ça devienne comme incontournable. Non, c'est pas la bonne façon de l'exprimer. Parce que c'est en fonction de... Je veux juste avoir poussé ça tellement loin que j'ai l'impression d'être allé complètement au bout de ce que je pouvais faire avec ça. Puis qu'il y ait des gens que je respecte dans le monde de l'art, donc des commissaires, des galéristes, des collectionneurs, des artistes qui, à un moment donné, comprennent jusqu'où je suis allé avec ça. Puis ça, pour moi, c'est... Fait que c'est vraiment d'être fidèle. Tu sais, avant, j'avais comme une responsabilité face à des clients, à un marché. On répondait, on avait une espèce de responsabilité à un auditoire. Fait que l'auditoire, ça peut être les clients, nos collaborateurs, les employés, le consommateur. Là, ma croyance aujourd'hui, c'est que ma responsabilité est face aux idées. Puis c'est de les pousser aussi loin que je peux. Puis ça veut dire que... Puis là, il y a des sous-responsabilités parce que c'est sûr que tu veux aussi que ton galeriste soit capable de vendre certains trucs, mais ça peut pas être ton objectif. Si ton objectif comme artiste, ça tient pas la route à long terme. T'sais. En même temps, il faut pas être imbécile. C'est-à-dire que si quelqu'un crée des œuvres, par exemple, qui se décomposent après 24 heures puis qui ne documentent pas le processus, ni en photo, ni en vidéo, puis là, il reste littéralement rien, bien, clairement, cette personne va devoir trouver un job pour enseigner peut-être ou avoir besoin de subventions, mais elle ne pourra pas avoir une galerie, tu sais. Alors... Oui, il y a des réalités commerciales quand même dans une carrière artistique, mais tu peux pas commencer avec ça. T'sais. Puis je pense que c'est vrai aussi dans le monde des affaires, dans le sens que si ton North Star, c'est de faire X montant d'argent, c'est à peu près certain que tu ne t'endras pas. Il faut que ce soit nourri par une passion. Mais c'est sûr que dans le monde de l'art visuel, il faut vraiment, vraiment que ta première motivation, ça soit de te rendre jusqu'à dans le fond de ton rabbit hole là, dont on parlait. Là. Puis c'est souvent
en rendant ton rabbit hole absolument fascinant par sa profondeur et ses ramifications, que le succès d'estime puis le succès commercial va venir avec. Donc, c'est ça. Fait que pour moi, de manger mes croûtes, ça veut dire d'accepter de ce passage-là où, comme n'importe quel jeune commence là-dedans, il faut que je souffre pour accoucher des idées, puis que le doute, plus tu pousses des idées, plus le doute va finir par t'habiter. Donc, il faut accepter cette souffrance-là pour je pense que c'est impossible de réussir dans une carrière créative. Puis ça, c'est autant dans la créativité commerciale que la créativité artistique. Il faut vraiment que tu acceptes de te mettre les genoux en sang, là, puis de faire des efforts hors du commun. Là, c'est clair. Tu sais. Puis c'est certain que moi, quand je parle de ça, je ne veux pas non plus prétendre que j'ai la même réalité que celle d'un jeune de 25 ans qui se lance dans le monde de l'art. Ouais. Pour 3 raisons. La première, c'est que j'ai eu la chance d'avoir une entreprise avant, puis je l'ai vendue. Fait que j'ai la sécurité financière, qui est probablement le problème central de la plupart des artistes. Parce que c'est pas payant en début de carrière. Souvent, tu es obligé d'avoir un emploi additionnel. Fait que là, si tu perds du temps, là, tu es obligé de faire 2 jobs. Tu es obligé de sortir de ton rabbit hole. Ben exactement, oui, c'est ça. C'est pas juste une question de temps, c'est une question de même focus. en travaillant, des fois, tu n'as pas nécessairement des moyens de production pour faire certaines choses. C'est cher, là, produire dans le monde de l'art. Là. Il y a des choses qui sont moins dispendieuses. Là. C'est certain que si quelqu'un se spécialise en aquarelle de 6 pouces par 6 pouces, c'est pas cher. Mais en général, quand tu as une pratique multimédia, tu touches à différents trucs, puis ça vient très dispendieux, très rapidement. Fait qu'un projet que moi, je suis capable de faire en 1 an, il est fort probable que pour quelqu'un qui est en début de carrière, ça peut prendre quelques années. Juste parce qu'il doit acheter des trucs. Juste pour des raisons monétaires. Là. Okay. Fait que, ouais, c'est ça. Moi, j'ai une sécurité qui est absolument unique. Puis je veux vraiment pas prétendre que ça n'existe pas parce que ce serait pas fair face à ces jeunes artistes qui commencent. Puis il y a 2 autres avantages que j'ai aussi. T'sais, le réseau, ça marche pas vraiment là, parce que ça, c'est un autre monde. Mais l'autre affaire, c'est que j'ai beaucoup d'expérience de production. Fait que j'ai été impliqué dans des projets de faire un site web jusqu'à faire un building en passant par des événements, en tout cas, imprimer des trucs, toutes les formes de production. Bien que je n'étais pas l'artisan qui est en train de le faire moi-même. Ben quoi que j'en ai fait moi-même dans certains cas, là. Mais avec la production, je connais ça. Ça me simplifie la vie grandement. Je sais exactement comment amener un projet à destination dans le monde de la création. Ça m'aide. Puis, ben c'est ça, mon expérience aussi de développement international, c'est sûr que ça m'aide aussi dans le monde de l'art. Ça ne s'applique pas directement, c'est complètement des milieux différents, ça ne fonctionne pas de la même façon du tout, mais de savoir un peu comment structurer une approche, aussi différente soit-elle, ça m'aide. Mais le reste, il faut vraiment accepter de manger des croûtes, puis d'essayer des affaires, puis ça prend de l'humilité, tu sais. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça parce que j'ai probablement un gros ego comme bien des entrepreneurs. Je pense pas qu'il est surgonflé, mais puis je le cache quand même assez bien aussi en général. Mais en même temps, je tire une très grande satisfaction de la notion d'être dans le bas de l'échelle, puis à remonter. Là, moi, je trouve ça trippant. J'ai pas de problème à faire ça. Puis j'ai fait bien des fois dans ma carrière parce que chez Sidley, quand on commençait à être bon dans quelque chose, ben là, souvent, on se lançait dans une autre affaire dans laquelle on était des nobody. Puis là, on recommençait. Puis, mais moi, j'adore ça. Cette espèce de grind-là, j'adore ça. J'ai pas de problème avec ça. Puis de tout réapprendre de quelque chose. Moi aussi, j'ai cette soif-là. Cette soif-là, puis je pense, en tout cas, comment moi je le verbalise, c'est que la créativité, c'est un muscle aussi. Il faut l'entraîner. Donc, j'aime beaucoup me sortir de ma zone de confort pour, tu sais, à la fin de Cookit,
je commençais à en avoir marre d'avoir les mêmes conversations après d'une boîte, des ice packs, quel genre de protéines, là, il a manqué des tomates, là, si, là. Tu sais, les sujets reviennent, hein? Oui, les sujets étaient... Mais moi, c'est une raison pour laquelle j'avais l'impression, en fait, tu sais, comme assez de tours de piste, là. Fait que là, je suis comme, je sais pas ça, j'ai goût de faire le prochain tour de piste. À un moment donné, tu as un peu l'impression que c'est très bien comprendre, le jour de la marmotte, pas nécessairement. Oui. Si on parle de cette période de transition-là, une fois que Sidley se termine, que là, tu mets derrière ça officiellement derrière toi, est-ce que, tu sais, les périodes de transition, on parle souvent que tu as quitté une rive, tu t'en vas tranquillement vers l'autre, mais il y a comme toute cette période-là de brouillard entre les deux. Comment toi, tu l'as vécu? Je pense qu'il y a une différence entre comment moi j'ai vécu puis ce que je dirais sur ce sujet ou quel conseil je donnerais, tu sais. Parce que c'est un peu curieux comment ça s'est passé dans mon cas. C'est que, tu sais, je suis vraiment parti d'un métier pour faire un autre métier, tu sais. Mais ça, c'était clair pour toi, là, dans le sens que tu savais que tu ne voulais plus être à bord de business, par exemple. Non, c'était pas clair. Non, c'était pas clair. Ça s'est clarifié en cours de route, puis ça a pris des années. Tu sais. Excuse, je recommence ma réponse. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai quand même déménagé à New York dans le processus. OK. Parce que au moment là, où je finissais vraiment mes affaires avec Sidley puis C2, encore une fois, je suis toujours sur le board, mais comme impliqué au jour le jour, mon épouse Manon se faisait offrir un boulot à New York. Ça faisait longtemps qu'on avait parlé de New York, mais tu sais, nous autres, on a 4 enfants. Fait que là, 4 enfants à New York, ça avait comme pas d'allure, tu sais. Donc, on avait mis ce projet-là de côté, parce que moi, ça faisait 25 ans que j'allais à New York quasiment tous les mois pour le travail. Fait qu'on aimait ça. Puis là, c'est elle qui se fait offrir une job à New York. Fait que bref, il y a eu la pandémie qui a fait une pause déjà de 1 an environ. Puis là, après ça, on déménage à New York. Avec les 4 enfants. Non, là, mes enfants sont rendus adultes, rendus là. Okay. Puis là, j'arrive à New York, moi, ma blonde travaille 50 heures par semaine. Puis moi, je suis comme entre deux. Puis oui, j'avais des investissements, je faisais un peu de photos, mais j'étais un peu en break, là. Fait que là, j'ai eu le temps de réfléchir, puis là, j'étais complètement déraciné parce que c'est une chose d'aller à New York une fois par semaine, non, pas une fois par semaine, une fois par mois. Mais c'est autre chose de vivre là, tu sais. Puis j'adorais vivre là, c'est incroyable. Là, on trouve ça moins le fun avec le contexte politique qu'on connaît, là. Mais à ce moment-là, on tripait comme des malades. Donc, j'ai vraiment eu le temps de réfléchir. Puis aussi, là, financièrement, j'avais pas vraiment de soucis. Donc, là, je commençais à faire mon projet à Cuba. Fait qu'on dirait que j'étais comme occupé, mais fait que ça a été une transition pas super normale. La transition typique, c'est que les gens vont prendre un bon break de 6 mois, puis là, le conseil à leur donner, c'est de rien faire pendant au moins 6 mois, 1 an. Là, ça, c'est une chose que j'ai appris, c'est que le fait que pendant la pandémie, là, j'étais vraiment en break, là. Puis... Ça veut dire quoi, rien faire pour toi? Ça veut dire, lève-toi, puis... Non, c'est pas courir après 52 000 opportunités, là. Fait que, tu sais, moi, à ce moment-là, je faisais quand même... je suis encore impliqué dans une couple d'investissements, tu sais, mais j'étais pas en mode, il faut que je décide maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Fait que j'ai tiré la sauce sur certaines affaires. Oui, j'avais plus de temps pour moi, mais j'étais pas en mode panique de, OK, il faut que je trouve la prochaine affaire, C'est ça que je veux dire, de prendre un break pendant 1 an. Ouais. Puis là, c'est un espèce de break mental, dans le fond. Ça veut pas dire que tu ne feras pas quelques trucs professionnels, là, mais de ne pas paniquer puis vraiment se vider la tête, je trouve que ça vaut la peine. Puis, la deuxième chose qui, pour moi, était vraiment importante, puis je pense que même, il faut comme décider, tu sais... j'ai un de mes associés que je nommerai pas, je ne vais pas révéler tout le détail de sa réflexion, mais lui, il a essayé différentes affaires. Puis moi, il s'est dit, hey, non, moi, là, je suis bon dans ce que je faisais chez Sidley, puis je vais continuer à faire ça. Pas dans le même contexte, pas de la même façon, mais on dirait que lui a fait comme une espèce de full circle de, non, moi, c'est là-dedans que je suis fort, puis c'est ça que je vais me recommettre à ça, mais avec des règles du jeu différentes, tu sais, qui tiennent compte de l'âge que j'ai peut-être pas le goût de faire exactement
tour de piste, mais il retourne sur son core. Puis, il y a d'autres gens, comme dans mon cas, c'est comme, ah non, c'est vraiment complètement autre chose. Puis là, ça amène pas le même genre de réflexion, puis peut-être les gens peuvent pas le dire dès le départ. Mais ça, je trouve ça intéressant, tu sais, comme peut-être que toi, tu auras encore du fun éventuellement à être CEO, mais pas dans l'industrie précise dans laquelle tu étais. Ou tu vas te dire, ben moi, le monde alimentaire, je trouvais ça intéressant, mais peut-être pas... Non, moi, cette industrie-là, je sais que je peux y toucher. C'est ça. Ben, ça fait que toi, tu as un X sur l'industrie, tu vois. Mais peut-être que cette industrie-là, si ça avait été dans le monde de la transformation de produits de la pêche, tu aurais dit, ah, ça m'intéresse. Fait que peut-être. c'est intéressant de le regarder de différents angles. Tu sais. Oui, l'angle de l'industrie, l'angle des compétences, des intérêts, puis ça se fait pas en 6 mois. Ça. Je vois pas comment quelqu'un peut faire ça en 6 mois. Parce qu'en plus, comme tu me parlais des rencontres que les gens, que toi t'as faites, ou que les gens qui veulent te rencontrer toi pour te parler de ces transitions-là, c'est super intéressant de rencontrer plein de monde. J'ai un ami à moi qui va terminer une longue et fructueuse carrière chez McKinsey à New York. Puis... justement, la semaine dernière, je faisais un appel avec lui, quasiment 1 heure. Puis écoute, toi, ta transition, tu sais, était quand même... Lui, il apercevait comme assez radical. Et il n'avait pas réalisé justement que j'avais fait quasiment 15 ans des deux, puis que les similarités entre les métiers. Puis fait que lui, il me demandait conseil. Mais tu sais, ce gars-là, c'est un conseil en stratégie toute sa vie. Mais quand vient le temps de faire une transition, ben là, il parle à des gens, puis il fait des rencontres. Mais tu sais, tu vas pas faire... mettons que tu veux faire 10, 15 rencontres, ça va pas se faire en 1 mois, là. Ça n'a pas de sens, tu sais. Tu vois, moi, un des conseils qu'on m'a donné, parce que ça m'a pris beaucoup de temps, moi, à naviguer à travers cette transition-là, parce que très rapidement, je suis partie dans un mindset de je dois rebâtir exactement quelque chose. Donc, répliquer la même méthodologie. Je disais, tu es une entrepreneur, elle doit lancer une autre entreprise. Vite. Puis là, je l'avais l'idée d'affaires en plus. Ouais. Mais moi, tu parlais tantôt de tes cicatrices, ça m'a beaucoup interpellée parce que je suis ressortie de Cookit aussi avec beaucoup de cicatrices. Ben oui, c'est ça. Ouais. Puis à un moment donné, il faut les laisser guérir, ces cicatrices-là. Ouais. Puis d'essayer de forcer, ben ça n'a pas donné lieu à grand-chose. Au contraire, ça m'amenait son lot de culpabilité, mais pas d'action. Ouais. Dans le sens que j'en faisais des actions concrètes, mais j'étais pas prête. Ouais. Et c'est pour ça que tantôt, je te demandais, ça a pris combien de temps, ça? Parce que, la moyenne, c'est 2-3 ans, ces périodes de transition-là, qu'on se pose la question, qu'on se demande quand est-ce que je vais le faire, quand est-ce que je vais pas le faire. Puis, là, on parle de vente d'entreprise, ça a été le cas pour moi puis toi. Mais, que ce soit un changement de carrière, que ce soit une réorientation de carrière, moi, je sais que c'est un sujet qui interpelle beaucoup, beaucoup les gens, là, un deuil, une séparation. C'est une thématique qui est très commune sur le balado, puis on en parle souvent. Mais oui. Puis une des choses qu'on m'a dit, c'est « get out of your Nebraska ». Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis je pense que c'est une des raisons principales pourquoi tu es à mon micro aujourd'hui. Parce que, en fait, il y a quelqu'un qui m'a... Hermina Ibarra, qui est une prof à London Business School, qui m'a challengée, la classe au complet, qui m'a challengée sur est-ce que pour toi, c'est important d'avoir un réseau hyper diversifié? Ben oui, 100%. Tu sais, oui. Puis au final, elle me demandait « Non, mais cherchez vraiment. » Puis elle était comme « Parce que statistiquement, vous entendez beaucoup mieux avec des gens qui sont très similaires comme vous. » Ouais, c'est ça. Et là, à ce moment-là, moi, j'ai compris, j'ai fait « Attends un peu, j'ai juste comme différentes versions de Judith dans mon réseau. » Tu sais, c'est ça les gens que je vais luncher avec. Et là, c'est là où je me suis dit « OK, mais j'ai envie de... » m'abreuver d'histoires de, justement, tu sais, quelqu'un qui fait une démarche artistique. Fait que c'est pour ça que, mettons, tu me disais, j'ai peut-être moins envie de parler de l'entrepreneuriat. Tant bien. C'est pas de ça que j'avais envie de jaser avec toi, mais j'avais envie d'entendre parler de comment, justement, comment on crée, comment on s'inspire, comment on se met en marché, comment on les doute, etc., etc. Puis avec plein de gens tout avec habit pour me faire sortir de ma boîte de « faut que je lance une business, faut que je lance une business, faut que je lance une business. » Je te suis. Ben ça, moi, je pense que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là, là, parce que parfois, il y a des réalités économiques ou familiales. Mais
il m'apparaît, moi, c'est peut-être à cause de ma personnalité, mais un des plus grands privilèges qu'on peut avoir dans la vie ou une des plus grandes chances, c'est d'avoir plus qu'une vie, tu sais. Puis cette notion-là de... Puis c'est pas vrai qu'on change nécessairement tout, là, parce que c'est rare que les gens trouvent le bonheur dans le déracinement extrême, là. Mais si on prend l'aspect professionnel, de vraiment pouvoir essayer des choses différentes dans une vie, ben on dirait que c'est quelque chose de plus accepté aujourd'hui qu'à l'époque, dans certains domaines. Il y a des domaines, ça a été... On travaille plus longtemps aussi. On travaille plus longtemps. Mais moi, je trouve que c'est un privilège extraordinaire. Tu sais, je lisais... D'ailleurs, c'est ma blonde qui me l'avait recommandé, un livre que moi, j'ai bien apprécié, qui s'appelle... je ne sais pas s'il existe en français, là, mais en anglais, c'est 4000 Weeks. OK. Et l'auteur, fondamentalement, aide le lecteur à comprendre jusqu'à quel point nos vies sont finies. Donc, 4000 semaines, c'est à peu près le nombre de semaines que les gens ont dans leur vie. Puis, évidemment, plus tu avances en âge, c'est plus 1000 semaines, tu sais. Puis là, tu commences à te dire, OK, les choix que je fais, comme là, ce projet-là, là, ça va durer 10 semaines. Là. Fait que 10 semaines. Ouais, 1% de ce qui me reste à vivre. Ce qui me reste. C'est ça que je veux faire pendant 10 semaines, tu sais. Et puis, curieusement, moi, je pense souvent à la mort. Mais pas de façon morbide, là. C'est pas déprimant, ça, mais plus comme pour alimenter mon urgence de vivre. Puis, j'ai le goût d'essayer des affaires, des essayer, tu sais. En tout cas, moi, ce livre-là, il a eu un impact sur moi dans la mesure où on dirait que maintenant, j'accepte que je travaille avec un nombre de semaines fini, puis que si je veux essayer de faire tel truc, bien là, il faut que ça fitte là-dedans, là. Puis sur les 4000 semaines, il n'est pas dit que les 4000 semaines, tu vas être en forme, là. Ça se peut qu'il y ait 500 semaines à la fin que tu n'es pas si en forme que ça. Fait que là, tu es comme, OK, ben à mon âge, dans le fond, il me reste 500 semaines. Ça va vite, là. Fait que, bref, moi, je trouve ça intéressant de regarder la vie comme quelque chose qui a une finitude, puis en conséquence, de dire, OK, là, les choix que je fais, pour revenir à ton point que ça prend 2-3 ans à décider, oui. Je pense pas que c'est grave de prendre du temps pour décider, parce que c'est des choix quand même conséquents, là, parce que c'est ça. Parce que une fois que tu as décidé, après ça, ben, je crois fortement qu'il faut s'investir vraiment, justement, là, totalement dans quelque chose quand on veut le faire marcher. Oui, c'est rare que de la c'est un gros gauche, choix. On fait quelque chose oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, je me disais, OK, choose wisely, là, parce que c'est tes 10 prochaines années, là, t'es là-dedans. Il faut que tu commettes. C'est 10 000 heures là, que tu es supposé de mettre Absolument. Dans un truc avant de... Je sais pas si c'est 10 000, mais c'est certainement... même parce que je me rends compte que quand tu as plus d'expérience... Dans d'autres domaines, ça se peut que ça te prenne moins que 10 000 heures pour devenir bon dans quelque chose, mais ça devient pas 1000 heures. Là. Ça devient peut-être 8 000, ça devient peut-être 7 000, ça devient peut-être 5 000, mais c'est des années, là. C'est de boulot. Là. Fait que, oui, effectivement, faut pas le prendre à la légère. Moi, j'ai un personnage fictif que je parle une fois de temps en temps dans le balado, puis ça va être la dernière question. C'est mon avocat, qui est peut-être moins entrepreneurial, qui se réveille à 40 ans, puis il sait que c'est pas ça qu'il veut faire. Tu sais, moi, je nous écoute parler, puis je me dis, tu sais, les gens qui sont moins entrepreneuriales sont comme, c'est facile pour vous autres, tu sais, comme... Mais aurais-tu un... Tu sais, si t'avais quelqu'un comme ça devant toi, qu'est-ce que t'aurais envie de dire? Tu le sais-tu? Ah, totalement. Parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a une énergie entrepreneuriale, puis c'est tout à fait correct. Puis quand je dis énergie, je le veux dire quasiment dans deux sens, dans le sens d'avoir cette pulsion-là, mais aussi carrément l'énergie physique. Là. Il reste que... il y a une pression qui vient avec ça, puis il y a quand même généralement plus d'heures par du monde. Puis moi, j'ai jamais travaillé plus que...
je travaillais entre 50 et 60 heures par semaine. Là. J'ai des affaires de 80 heures, 100 heures par semaine. J'ai jamais fait ça. Puis même si j'avais essayé, je serais tombé au combat, tu sais. Fait que moi, je pouvais être bien, bien productif, mais... Puis, tu sais, sauter dans des avions, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais je me rends compte que même mon rythme à moi, il y a du monde qui n'aurait pas pu faire ça. Puis ça, c'est juste naturellement, j'avais pas de souci à faire ça. T'sais. Fait que bref, c'est pas tout le monde qui a l'intérêt, l'énergie, la pulsion de faire ça, puis c'est bien correct. Mais moi, j'en ai vu du monde qui qui était, je sais pas moi, infirmier, puis comment ils disaient non, moi je veux être chef, puis qui ont fait le changement. Le problème, c'est presque toujours le même. C'est qu'il y a un passage de mangeage de croûte entre deux carrières. Puis c'est même vrai quand tu es entrepreneur, parce que c'est rare que l'entrepreneur va pas vivre une année ou deux d'incertitude financière entre deux trucs, parce que avant que tu aies un truc qui est finançable ou qui commence à avoir assez de revenus, il y a quasiment tout le temps une période de... Puis c'est vrai dans la recherche d'emploi aussi. Si tu décides de passer d'avocat à chef, il n'y a aucun problème. Mais il est fort probable que ton condo à l'île des Sœurs et ta BMW vont prendre le bord dans le processus. Si tu es prête à faire ça, tu es capable de devenir chef. Fait que c'est juste d'accepter le sacrifice, de manger ses croûtes puis de voir la beauté de cette aventure-là. Puis un peu comme quand on était étudiant, on n'avait rien, mais il y a bien des gens qui se souviennent de leurs années d'étudiants comme les meilleurs. Faut accepter de se remettre dans cette situation-là. Puis c'est pas facile, mais ça dure pas même longtemps. Là, la vérité, c'est que pour passer une carrière à une autre, en général, même si tu étudies, là, ça se fait comme en 3 ans. Là. Moi, je connais un mec qui était un jeune gars hyper talentueux chez Sidley. Il était tellement bon que il avait même pas, je pense qu'il avait même pas 25 ans, qu'il gagnait déjà une coupe de 100 000 par année. Ça allait vraiment bien, ses affaires. Puis à un moment donné, il a réalisé que merde, c'est pas ma voie. Lui, il voulait être en médecine. Puis là, je lisais sur Facebook qu'il y a quelques semaines que là, il vient d'être admis comme spécialiste en anesthésie dans un grand hôpital new-yorkais il y a quelques semaines. Mais il a commencé à étudier il y a comme 10 ans, là. Fait que là, il doit avoir pas loin de 40. Mais toute sa trentaine, il l'a passé à étudier. Et bon, évidemment, quand tu étudies en médecine, tu commences à travailler après peut-être 3 ans, je dirais. Là. Fait qu'il réussissait à survivre, mais je suis pas mal certain que son appartement à New York, c'est un 0,5. Là. Fait que pendant 7-8 ans, mais il était passionné, il était à New York, il avait quand même des revenus, mais il a abandonné des revenus importants. Là. C'est sûr qu'il a reculé. Là. Mais là, il est médecin, puis il fait ce qu'il veut. Fait qu'il a accepté de faire une transition pas mal plus longue que 3 ans, tu sais. Puis je suis convaincu qu'il était heureux dans cette transition-là. Il était moins riche, ça, c'est sûr et certain. Mais lui, il va se rattraper. Je suis pas inquiet pour lui, là. Anesthésiste à New York. C'est ça. Je sais pas, ils font combien, là, mais ils doivent gagner plus d'1 million, là. Fait que, au final, il va être gagnant, tu sais. Fait que c'est tout à fait faisable. J'en ai vu plein de gens qui font ça. Mais les gens s'enferment dans une boîte, puis dans un schème de pensée. Puis des fois, ils s'enferment dans leur confort aussi. Puis ça, encore une fois, je suis mal placé pour en parler aujourd'hui, mais il y a des moments dans ma carrière où, pour nourrir notre rêve, on les a fait, ces sacrifices-là. Tu sais, je me souviens, à un certain moment, on faisait beaucoup de travail au niveau du développement web et puis du marketing numérique. Puis là, il y a eu le crash .com de la 2008, mort en 2000-2001. Puis nous autres, on voulait continuer à faire ce qu'on voulait faire. Puis on voulait garder le plus de monde possible. Alors, tous les dirigeants, notre salaire, c'était 0. Fait qu'on a fait ça pendant 1 an. Fait que là, on mangeait des croûtes, là. Puis je me souviens, je changeais un petit appart sur la rue Marianne, là. C'était pas glorieux, là. Mais je repense à cet appart-là aujourd'hui, puis je suis comme, waouh, c'était le fun, tu sais. Puis effectivement, on a des bons souvenirs de ça. Puis so what qu'on a fait moins d'argent pendant 2 ans, tu sais, ça nous a...
Ça nous a juste permis de continuer à faire ce qu'on voulait faire. Puis, évidemment, ça nous a donné beaucoup de crédibilité auprès de notre staff, là, ce qui voyait bien qu'on lâcherait pas le morceau. Là. Fait que les meilleurs sont restés. Puis, on a continué, tu sais. Fait que, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on accorde trop d'importance à cette espèce de période-là de redémarrage, là, où on doit investir dans soi-même. Puis ce que ça veut dire concrètement, c'est que si je prends l'exemple de ton avocat de 40 ans, puis by the way, j'en ai un méchant paquet d'avocats dans mes amis. L'exemple est choisi avec soin. Oui, parce que moi, je viens de ce milieu-là moi-même à l'origine, puis j'en ai vu des gens qui étaient super heureux dans ce qu'ils faisaient, puis ont travaillé fort, puis ont eu beaucoup de succès. J'ai aussi vu des gens qui, assez rapidement, ils se sont rendus compte que j'aimerais mieux faire d'autres choses, puis ils sont partis vite faire autre chose. Ce qui est plus tough dans des milieux spécialisés comme ça, c'est qu'à un moment donné, là, ton employeur futur, il voit, mettons, 15 ans de pratique du droit. Là, tu ne veux pas faire du droit. Alors là, c'est dur d'avoir une crédibilité. Mais si tu es prêt à commencer dans le bas de l'échelle, il y en a des gens qui vont embarquer là-dedans. T'sais. Moi, je suis convaincu qu'un avocat de 40 ans peut rentrer en cuisine si il veut devenir chef. Puis c'est juste qu'il va éplucher des patates pendant 6 mois. Puis après ça, il va faire de la prep pendant 1 an. Puis là, à un moment donné, il va se rendre. Puis là, peut-être qu'il va étudier en même temps. Puis là, si la personne est passionnée puis travaillante, ben personne ne va être chef. Là. Il n'y en a pas de problème. Là. C'est juste de... En anglais, ils disent « pay your dues ». Fait que c'est comme accepter de redevenir stagiaire à 40 ans, ou de retourner étudier. J'adore ça. Quelqu'un qui est prêt à faire ça, il n'y en a pas de problème. J'adore comment tu le positionnes. Je pense que tu viens de te donner la réponse à moi et à mes auditeurs d'une question que... Pas d'une question, mais tu viens de le positionner d'une façon tellement noble et excitante, surtout. Et ça, j'adore ça. Ouais, c'est pas juste excitant. Des fois, c'est angoissant aussi, parce que là, l'avocat de 40 ans, ça se peut qu'il y ait 3 enfants. Aussi, hein? Ça se peut qu'il y ait 3 enfants, ça se peut que, je sais pas moi, le Collège Notre-Dame. son épouse a un problème de santé, elle peut pas travailler. Là, ça devient largement plus compliqué. Oui. Fait que je veux juste faire attention, tu sais, de pas... Je sais que j'en parle d'un point de vue de privilégié, puis c'est pas tout le monde qui sont dans la même situation, puis des fois, c'est plus compliqué, mais j'ai vu du monde le faire, même dans des situations aussi complexes que ce que je viens de décrire, là, avec des enfants, un problème de santé ou de famille ou de... mais parce qu'on pense souvent à ce qu'on perd. Ouais. Mais toi, tu parlais de ce qu'on va y gagner. Ouais. D'apprendre. La période, là, justement, la période de manger des croûtes. Ouais. Moi, je le vis avec ça ici. Là. Je les mange, mes croûtes. J'apprends tranquillement pas vite. Je découvre cette industrie-là. Je m'émerveille. J'apprends à tous les jours. Je trouve ça merveilleux. Ma créativité, j'ai énormément de plaisir. Puis ça, pour moi, c'est très payant dans mon quotidien tous les jours. Ouais. Ben, ce qui est intéressant dans ce genre... Dans ce genre de cheminement-là, c'est quand tu finis que tu es dans une situation que si tu gagnes, tu gagnes. Si tu perds, tu gagnes. Voilà. Ça, c'est vraiment... Oui. Moi, d'ailleurs, pour moi, ça a toujours été la stratégie ultime dans n'importe quoi. C'est comme quand on s'est mis à travailler au niveau international, avec Sidley, c'était super risqué. On n'était pas sûr que ça marcherait. Mais là, on s'est dit, OK, dans le best case scenario, ça marche à l'international. On a des bureaux internationaux. Puis on est les premiers à avoir eu ça du Canada. Ça s'est jamais fait. Ni du Canada, puis by the way, ni d'aucun pays autre que les pays, entre guillemets, impérialistes comme les États-Unis, la France, le Japon, puis l'Angleterre. That's it. Il n'y a jamais une autre agence internationale qui est sortie d'aucun autre pays que ces 4-là. Puis on s'est dit, on va essayer ça. Puis on s'est dit, c'est quoi le worst case scenario? C'est qu'on va en faire des affaires assez intéressantes qu'au Canada, on va être comme Céline Dion, mais juste pas de marché à l'étranger. mais on va quand même être Céline Dion au Canada. Fait que nous, c'est ça qu'on s'était dit, mais moi, ce que je trouve, c'est que quand on se met dans une position où l'aventure de transition en elle-même est savoureuse, peut-être
peut-être ça goûte un peu les croûtes, mais Oui, c'est c'est savoureux pareil. Peut-être que ça goûte un peu le ballonné. Qu'est-ce que t'as à perdre, tu sais? Je veux dire, c'est une belle expérience de vie, tu sais, même si ça peut être un peu tough par moment. Et c'est juste un nombre fini de semaines, pareil. Oui, exact. Jean-François, merci beaucoup, Judith. J'ai vraiment apprécié. Plaisir de t'avoir. J'espère qu'à la maison, sur la route, en train de faire la comptabilité, peu importe. J'adore ça quand les gens ils viennent me voir dans la rue pour me dire, ils me parlent souvent de ce qu'ils font, fait que comptabilité et tout. Ce fut un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Je pense que nos auditeurs vont avoir trouvé quand même quelques trucs inspirationnels de créativité, de bâtir une carrière, de lancer une entreprise. Même, tu voulais pas qu'on en parle tant que ça, mais on en a. Donc, merci pour cette belle générosité-là. Un grand merci.